Sous les vents glacés de l'Antarctique repose un continent figé dans le silence, une immensité blanche qui paraît éternelle, mais qui ne l'a pas toujours été. Sous les kilomètres de glace, les satellites ont révélé des formes étranges, lignes droites, structures géométriques, reliefs dissimulés. Certains y voient de simples caprices de la nature, d'autres les traces d'un passé plus ancien que toute mémoire humaine. On murmure que ce désert gelé pourrait avoir été le berceau oublié d'une civilisation disparue, effacée par le temps, engloutie par l'âge des glaces. Et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un fragment, et que la véritable origine de l'humanité dormait encore sous la glace, l'Antarctique devient alors un voile, cachant peut-être le premier chapitre de notre histoire. Sous l'épaisseur glaciale qui recouvre aujourd'hui l'Antarctique, un autre monde dort encore. Ce continent que nous imaginons éternellement gelé ne l'a pas toujours été. Bien avant que les vents hurlants et les tempêtes polaires n'ensevelissent ces terres, il existait une contrée fertile, aux paysages bien différents de ceux que nous connaissons. La science moderne, discrète mais tenace, nous offre des fragments de ce passé oublié. Des preuves de forêts luxuriantes, de rivières serpentant entre les collines, de créatures qui n'auraient rien à envier à celles des continents voisins. L'Antarctique, jadis, n'était pas un désert de glace, mais une terre vivante, accueillante, peut-être même habitée. Il y a environ 100 millions d'années, l'Antarctique faisait partie d'un supercontinent nommé Gondwana. Cette masse gigantesque regroupait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique dans un seul ensemble de terres. Progressivement, les plaques tectoniques se sont séparées, entraînant ce continent vers le sud. Mais avant qu'il ne rejoigne sa prison glaciale, l'Antarctique baignait dans un climat tempéré, parfois même subtropical. Les scientifiques ont découvert des traces de végétation fossilisée, troncs d'arbres pétrifiés, spores, racines, témoins d'une époque où la lumière et la chaleur pénétraient ces latitudes. Il est fascinant d'imaginer un continent aujourd'hui recouvert de plus de 2 kilomètres de glace abritait jadis une forêt dense, semblable à celle de l'Europe préhistorique. Des fouilles ont révélé que des fougères arborescentes, des conifères et même des plantes à fleurs couvraient un de ces terres. Dans certains échantillons, on a retrouvé du pollen fossile, conservé comme un chuchotement à travers le temps. Cela suggère non seulement la présence de forêts, mais aussi de cycles de saisons, de vents doux, de pluies d'eau nourrissant la terre. Les rivières d'alors portaient sans doute des poissons, les plaines des reptiles géants, et les forêts résonnaient des cris d'oiseaux primitifs. Tout cela paraît inconcevable lorsque l'on contemple aujourd'hui l'étendue stérile des glaces, mais l'Antarctique fut bel et bien une contrée de vie. L'intrigue naît alors d'une question. Si ce continent accueillait une telle richesse naturelle, est-il si absurde d'imaginer que des formes de vie intelligentes, peut-être même humaines, y aient trouvé refuge bien plus tard? La science officielle situe l'apparition des premiers humains bien des millions d'années après ces forêts. Pourtant, certaines découvertes sèment le trouble. Des cartes anciennes, comme celle du célèbre amiral ottoman Piri Reis, dessinée en 1513, semblent représenter le continent antarctique sans sa calotte glaciaire. Comment expliquer cela si personne ne pouvait en connaître les contours, à une époque où les glaces régnaient déjà? Les sceptiques parlent d'erreurs cartographiques, de coïncidences, mais l'ombre d'un doute persiste. Aurait-on transmis à travers les siècles la mémoire d'un continent ancien, observé dans un âge oublié? Avant la glace, il y eut aussi le mouvement des continents. Pendant des millions d'années, l'Antarctique se trouvait plus au nord, exposé à des climats plus cléments. Certains chercheurs avancent même l'idée qu'avant de s'enfoncer vers le pôle sud, ce territoire aurait pu soutenir non seulement la vie animale, mais aussi des formes d'organisation humaine primitive. Les preuves le sont ténues, mais les indices abondent. Anomalies géologiques, structures enfouies, observées par imagerie satellite, légendes persistantes venues d'autres continents. Ce qui fascine, c'est le caractère insaisissable de ce passé. Nous savons que l'Antarctique, il y a 40 millions d'années, était encore couvert de forêts tempérées où l'on trouvait des marsupiaux et des insectes. Nous savons aussi que, plus récemment, il y a seulement quelques millions d'années, il n'était pas totalement glacé. Des vallées auraient encore abrité des rivières, des lacs, peut-être même des paysages habitables. Cette proximité temporelle soulève une énigme. Si l'homme moderne est apparu il y a environ 300 000 ans, pourquoi serait-il impossible qu'il ait aperçu ce continent encore partiellement libre de glace? La glace a tout enseveli, mais dans son silence, elle conserve aussi les vestiges.
Sous la calotte, les scientifiques ont découvert, grâce au radar, des montagnes, des plaines et ce qui ressemble à d'anciennes rivières figées. Le relief caché sous la glace est aussi vaste que mystérieux. Si la nature y a sculpté ses œuvres, il n'est pas exclu que d'autres mains, bien plus anciennes que notre mémoire, aient façonné certaines formes. Le continent blanc pourrait être non seulement le tombeau d'une nature luxuriante, mais aussi celui d'une civilisation disparue. Les mythes de l'humanité évoquent souvent des terres perdues, englouties par les eaux, effacées par le temps. L'Atlantide mue, des îles mythiques mentionnées par diverses traditions. Pourquoi pas l'Antarctique ? Des explorateurs, des érudits et même des scientifiques marginaux ont depuis longtemps suggéré que ce continent cachait plus qu'un désert. Certains y voient la mémoire d'un âge d'or oublié, où une humanité primitive aurait bâti ses premières structures, ses premiers temples. La vision d'un continent fertile, aujourd'hui pétrifié sous la glace, nourrit cette fascination. L'Antarctique avant la glace n'était pas une page blanche, mais une toile vivante, pleine de couleurs et de mouvements. Le fait même que ce passé ait existé donne une assise à l'idée que quelque chose, peut-être, ait pu se développer en ces terres. Les chercheurs traditionnels mettent en garde contre les extrapolations abusives, mais l'histoire humaine est remplie de surprises. Des civilisations entières ont été redécouvertes sous la jungle, dans les déserts ou au fond des mers. L'Antarctique, par son isolement et son mystère, est la plus grande page vierge de notre planète. Chaque carotte de glace prélevée nous raconte une histoire climatique. Chaque roche découverte sous le manteau glacé révèle un secret de son passé chaud. Nous savons aujourd'hui que les arbres y poussaient, que des rivières y coulaient, que la vie y fourmillait. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce que les hommes auraient pu y voir. Un continent si riche, à une époque où la mémoire humaine s'enracinait, aurait-il pu devenir le théâtre d'une première tentative de civilisation ? Ce mystère ne cesse d'intriguer. Plus nous avançons, plus les questions se multiplient. Sous les glaces épaisses, il se pourrait que des traces attendent encore, ruines, artefacts ou simples empreintes géologiques mal comprises. L'Antarctique d'avant la glace n'est pas seulement un fait scientifique, il est un rêve, une énigme qui appelle l'imagination. Et c'est de ce passé fertile que naît l'hypothèse la plus troublante. Si un monde a pu exister ici, pourquoi n'y aurait-il pas eu aussi une humanité oubliée ? Dans le murmure des glaces, ce souvenir d'un continent vert et vivant se mêle aux hypothèses des civilisations perdues. Ce qui semble aujourd'hui improbable pourrait, à la lumière d'un futur proche, devenir une évidence. Car l'Antarctique ne livre ses secrets qu'à pas lents, et chaque découverte nous rapproche d'une vérité plus ancienne que l'histoire écrite. Ainsi s'achève le premier regard sur ce continent avant la glace, terre d'arbres, de rivières et peut-être de mystères humains. Et c'est précisément sur ces indices énigmatiques que nous avançons, car d'autres preuves, plus troublantes encore, semblent surgir de l'histoire. Des cartes, tracées bien avant que l'Antarctique ne soit explorée, pourraient en contenir la clé de ce passé oublié. Lorsque l'on contemple les représentations anciennes du monde, on s'attend à voir des contours incertains, des terres déformées par l'imagination des cartographes, des océans plus vastes ou plus étroits qu'ils ne le sont en réalité. Mais parfois, au détour d'un parchemin jauni, surgissent des lignes qui ne devraient pas s'y trouver, des formes tracées avec une précision troublante, bien avant que l'exploration moderne n'ait révélé leur existence. Parmi ces curiosités figure la carte la plus énigmatique de toutes, celle attribuée à l'amiral ottoman Piri Reis, dessinée en 1513. Cette carte, redécouverte dans les archives de Constantinople en 1929, montre avec une justesse surprenante les côtes de l'Amérique du Sud, à une époque où elles n'étaient reconnues que partiellement par les Européens. Mais ce qui intrigue davantage encore, c'est la présence d'une terre au sud, un continent glacé qui ressemble étrangement à l'Antarctique. Or, selon l'histoire officielle, ce continent n'a été observé par les navigateurs occidentaux qu'en 1820. Comment alors expliquer cette représentation 3 siècles plus tôt ? Plus troublant encore, la carte ne montre pas seulement un continent austral, mais des contours dégagés, comme si la glace qui l'emprisonne aujourd'hui n'existait pas encore. Les montagnes, les rivages et certaines lignes intérieures semblent correspondre non pas à l'Antarctique tel que nous le connaissons sous son manteau glacé, mais à son relief nu cartographié des millions d'années auparavant. Ce détail a poussé certains chercheurs à suggérer que la carte aurait été copiée à partir de documents bien plus anciens, transmis à travers les âges par des civilisations aujourd'hui disparues. Les sceptiques avancent d'autres hypothèses.
Peut-être s'agit-il d'une déformation accidentelle, d'un continent imaginé pour équilibrer la représentation du globe, une habitude fréquente chez les cartographes médiévaux. Pourtant, la correspondance entre certaines côtes de la carte et les relevés modernes du continent antarctique sans glace reste troublante. Trop précise pour être une simple coïncidence, affirment ceux qui voient ça quoi là la trace d'un savoir oublié. La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres documents anciens mentionnent des terres australes, souvent dessinées bien avant leur découverte officielle. La carte d'Oronce Fine, publiée en 1531, représente déjà l'Antarctique avec un détail surprenant évoquant des rivières et des baies qui ne devraient pas être connues. Les cartes du XVIe siècle de Philippe Buache vont encore plus loin, en proposant une vision d'un continent divisé en deux grandes masses séparées par une mer intérieure, une hypothèse qui ressemble étrangement à ce que l'imagerie satellitaire moderne a permis de deviner sous les glaces. D'où provenait ce savoir ? Comment des navigateurs de la Renaissance pouvaient-ils disposer d'informations semblant refléter une Terre bien plus ancienne que la leur ? Certains suggèrent que ces cartographes ont compilé des sources disparues, peut-être héritées de ceux de civilisations antiques comme celle de l'Égypte ou de la Mésopotamie. D'autres vont plus loin et avancent l'idée qu'une humanité antédiluvienne, bien avant l'histoire écrite, aurait laissé des cartes de la Terre telle qu'elle était avant les bouleversements climatiques. Ce qui dérange dans ces représentations, ce n'est pas seulement la présence d'un continent austral, mais la précision avec laquelle il est dessiné. Des chercheurs américains, au milieu du XXe siècle, ont étudié de près la carte de Piri Reis et ont comparé certains de ses contours avec les relevés modernes effectués par sondage radar sous la glace antarctique. Les résultats furent dérangeants, des coïncidences trop exactes pour être attribuées au hasard, comme si celui qui avait fourni l'original avait eu accès à une vision du continent avant qu'il ne soit enseveli. Ces anomalies cartographiques nourrissent une idée fascinante, et si la mémoire d'une civilisation oubliée s'était transmise de génération en génération sous forme de fragments de cartes, peut-être des navigateurs de l'Antiquité tardive ou même des temps préhistoriques avaient-ils parcouru des mers aujourd'hui inhospitalières. Peut-être avaient-ils observé un monde qui n'était pas encore figé dans la glace. Les cataclysmes climatiques, les déplacements des peuples, les guerres et les pertes de savoir auraient ensuite effacé la trace de leur existence, ne laissant que quelques échos dans des documents fragmentés. Il faut aussi se rappeler que de nombreuses de traditions anciennes parlent de terres englouties, de continents disparus. Les Grecs parlaient de l'Atlantide, les cultures de l'océan Indien évoquent des royaumes perdus, et même certaines légendes amérindiennes parlent d'îles effacées par le déluge. Les cartes énigmatiques du XVIe siècle pourraient-elles être les héritières de ces récits, transformés en lignes tracées sur des parchemins ? Les historiens officiels restent prudents. Pour eux, il s'agit avant tout de coïncidences, d'approximations parfois interprétées avec trop de ferveur. Pourtant, l'idée persiste tenace, parce qu'elle répond à un sentiment universel, celui que l'histoire humaine est incomplète. L'Antarctique, invisible sous ses glaces, devient alors le symbole parfait de ce savoir perdu, un continent qui cache autant qu'il révèle. Chaque carte ancienne qui représente un sud inconnu réveille les mêmes interrogations. Pourquoi tant de précision ? Pourquoi tant de persistance dans la représentation d'une terre que nul n'avait encore foulée ? Le mystère s'épaissit lorsque l'on songe que ces cartes circulaient, bien avant que les premiers explorateurs n'approchent réellement de ces latitudes. Il y a là une dissonance, un éclat de vérité enfoui au milieu de siècles de silence. L'énigme ne se limite pas à la géographie. Elle touche à notre mémoire collective, à la possibilité que des fragments de savoir immensément anciens aient survécu sous des formes discrètes. Et si la carte de Piri Reis n'était pas une anomalie, mais un témoin involontaire d'un monde dont nous avons perdu la trace. Si les côtes dessinées sur ce parchemin étaient le reflet d'un continent tel qu'il était, vu par des yeux humains, bien avant que l'histoire officielle ne commence, au-delà des débats, une impression demeure. Ces cartes semblent trop avancées pour leur temps. Elles dérangent notre vision linéaire du progrès, où chaque découverte efface l'ignorance précédente. Elles suggèrent au contraire une boucle, un cycle où le savoir naît, disparaît, puis renaît. L'Antarctique, avec ses rivages esquissés trop tôt, devient ainsi le miroir d'un âge possible, celui d'une première civilisation, effacée mais non totalement oubliée. Et c'est précisément ce vertige qui nous mène vers une autre question, plus vaste encore.
Car si les cartes anciennes gardent la trace d'un continent sans glace, alors peut-être faut-il s'interroger sur ce qu'était réellement ce monde austral. Était-ce une simple terre sauvage, ou bien un lieu où des civilisations auraient pu s'épanouir? Pour répondre, il nous faut retourner plus loin encore, dans les profondeurs du temps, et explorer l'époque où l'Antarctique n'était pas seulement une hypothèse tracée à l'encre, mais une forêt vivante, bruissant de vie et de mystère. Il est difficile d'imaginer que sous l'immense linceul de glace, le sol de l'Antarctique ait un jour porté des arbres. Pourtant, la science l'affirme avec une certitude troublante. Il y eut un temps où ce continent polaire résonnait du bruissement des feuilles, où les vents transportaient le parfum de résine et de fleurs, et où des forêts épaisses tournantes se dressaient sur des collines verdoyantes. Le blanc immobile que nous contemplons aujourd'hui n'est qu'une apparence récente, la cicatrice d'un basculement climatique colossal. Avant ce gel éternel, l'Antarctique fut une terre de vie, un Éden de verdure aux confins du monde. Les indices ne sont pas de simples hypothèses. Depuis des décennies, des expéditions scientifiques percent les glaces et remontent à la surface des fragments de ce passé vert. En 2017, des chercheurs ont mis au jour, à plus de 1000 km à l'intérieur du continent, des restes fossilisés de racines, de spores et de pollen datant de près de 90 millions d'années. Ces vestiges révèlent une vérité fascinante. À cette époque, l'Antarctique n'était pas seulement tempéré. Il abritait une forêt dense, semblable à celle que l'on trouve aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Ce paysage luxuriant n'est pas une invention de l'imaginaire. Des fougères arborescentes y côtoyaient des conifères et, parmi eux, des plantes à fleurs qui ouvraient leurs corolles aux rayons d'un soleil presque permanent. Car aux latitudes extrêmes, la lumière ne disparaissait jamais vraiment. Pendant des mois, le jour baignait le continent, nourrissant une végétation qui s'adaptait aux cycles singuliers de lumière et d'obscurité. Les racines fossiles montrent même des anneaux de croissance particuliers, indiquant que ces arbres avaient appris à survivre dans un monde où l'alternance des saisons n'obéissait pas aux règles que nous connaissons. Imaginez ce décor, de vastes plaines couvertes d'arbres géants, des rivières sinueuses traversant des vallées verdoyantes, des marécages bruissants d'insectes. Dans cet environnement, des reptiles massifs évoluaient entre les troncs et les ancêtres des oiseaux glissaient dans un ciel lumineux. Les mers environnantes, plus chaudes qu'aujourd'hui, grouillaient de créatures marines. L'Antarctique n'était pas un désert glacé, mais une terre vivante, nourrie par un climat qui permettait la prospérité. Cette révélation change tout dans notre perception du continent. Car si dans un passé lointain la glace n'existait pas, qu'est-ce qui empêche d'imaginer que des époques plus récentes aient connu elles aussi des périodes plus clémentes? Les forêts de l'ère des dinosaures ont disparu, mais il est cela possible que, même il y a quelques millions d'années, des vallées aient encore offert un climat supportable. Des études géologiques suggèrent qu'au Miocène, il y a environ 15 millions d'années, certaines zones du continent étaient encore couvertes de végétation. Plus proche encore, il y a seulement 3 millions d'années, la calotte glaciaire n'était pas aussi étendue, et l'Antarctique abritait des zones libres de glace, avec des lacs et des écosystèmes étonnants. Ce sont ces intervalles, ces fenêtres climatiques, qui éveillent l'imagination. Car si des régions tempérées subsistaient alors, qu'est-ce qui aurait empêché une humanité naissante d'y trouver refuge? Les glaces, en se refermant progressivement, auraient tout enseveli, condamnant à l'oubli non seulement les arbres et les animaux, mais peut-être aussi d'éventuelles traces d'occupation humaine. Le sol de l'Antarctique recèle encore bien des secrets. Sous la glace, les chercheurs ont détecté des reliefs qui évoquent des vallées entières, des montagnes, et même des lits de rivières figées. Les carottes de sédiments remontés au large du continent témoignent de dépôts organiques inattendus. Restes de plantes, traces de micro-organismes qui ne devraient pas survivre dans un monde glacé. Tout indique que la forêt n'a pas été une parenthèse passagère, mais un état durable du continent. Certains indices vont plus loin. Dans des zones comme les vallées sèches de McMurdo où la glace recule, des chercheurs ont retrouvé des restes de mousse ancienne, préservés comme si le temps s'était arrêté. Ces fragments prouvent que la vie végétale a persisté bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Il ne faut pas oublier non plus les lacs subglaciaires, comme le lac Vostok, enfoui sous 4 km de glace, qui abritent encore aujourd'hui des micro-organismes. Si des formes de vie peuvent survivre dans ces conditions extrêmes, imaginez ce qui a pu prospérer lorsque la surface était libre.
Les traditions humaines, elles aussi, gardent parfois l'écho de paysages étranges et inaccessibles. Certaines mythologies dont parlent de terres méridionales luxuriantes, habitées par des peuples mystérieux. Ces récits, que l'on jugeait naguère imaginaires, trouvent aujourd'hui une résonance inattendue avec les découvertes scientifiques. Et si les souvenirs de ces forêts disparues avaient retraversé les millénaires sous forme de légendes? Il est possible que nul être humain n'ait foulé ces forêts tropicales, qu'elles aient disparu des millions d'années avant nous. Mais ce n'est pas cela qui trouble, ce qui dérange, c'est la proximité de certaines périodes plus récentes où la glace n'avait pas encore gagné sa bataille totale, car l'histoire géologique du continent montre des allers-retours, des respirations climatiques où la vie retrouvait sa place. C'est dans ces interstices qu'on se dit que se glisse l'hypothèse d'une présence humaine ancienne. Même si la science officielle ne confirme pas cette idée, elle n'exclut pas non plus la possibilité que l'Antarctique ait été partiellement habitable à des moments cruciaux de notre évolution. Ce continent, que nous croyons mort, pourrait avoir été une étape, un lieu de passage ou de refuge. Les forêts disparues deviennent alors plus qu'un souvenir géologique. Elles deviennent une scène possible de l'histoire oubliée de l'humanité. Il est troublant de songer que chaque strate de glace conserve encore des fragments de cette époque. Comme une immense bibliothèque gelée, l'Antarctique garde en silence les archives de son passé verdoyant. Chaque découverte, qu'il s'agisse d'un grain de pollen ou d'une racine fossile, agit comme une clé ouvrant une porte entre deux mondes, celui que nous voyons, froid et figé, et celui que nous devons imaginer, chaud et vibrant. À travers ce contraste naît un sentiment de perte. Nous ne connaissons du continent que son visage gelé, et pourtant il y a eu là des forêts, des vallées, des écosystèmes entiers. Cette absence nourrit le vertige, car si la glace a pu effacer une telle abondance, que pourrait-elle cacher encore? Des vestiges que nous ne soupçonnons pas, des structures naturelles ou non, figées pour l'éternité. Ainsi, l'Antarctique n'est pas seulement un désert immobile, c'est un palimpseste, un manuscrit effacé dont subsistent des traces invisibles. La forêt d'autrefois, réduite à des fragments fossiles, continue de hanter notre imaginaire. Elle pose une question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. Ce continent, autrefois vivant, a-t-il pu accueillir plus que des arbres? A-t-il pu, dans l'un de ces interludes tempérés, voir naître une organisation humaine dont la mémoire se serait ensuite perdue? Le mystère s'épaissit à mesure que nous avançons. Car si les forêts existaient réellement, si le climat permettait la vie, alors les anomalies cartographiques et les traditions anciennes prennent une dimension nouvelle. Et c'est vers ces récits d'osans de civilisations oubliées que nous devons maintenant tourner le regard, pour comprendre comment la science et le mythe se rejoignent dans l'ombre de ce continent glacé. Depuis des siècles, l'humanité se fascine pour l'idée d'un monde ancien qui aurait précédé le nôtre, d'une civilisation disparue dont les traces demeurent invisibles ou méconnaissables. Ces récits dans les mythes se glissent dans les légendes et s'entrelacent parfois avec les découvertes archéologiques les plus troublantes. L'Antarctique, comme ce continent immaculé, est devenu l'écrin parfait de cette hypothèse. Quoi de mieux qu'une immensité de glace, impénétrable et silencieuse, pour abriter le souvenir d'un âge oublié? L'idée d'une civilisation antérieure n'est pas récente. Déjà chez les Grecs, Platon rapportait l'histoire d'un empire englouti par les flots, l'Atlantide. Selon son récit, cette puissance avancée aurait existé des milliers d'années avant son époque, avant d'être engloutie par une catastrophe naturelle. Pour certains chercheurs modernes, ce n'était pas une invention philosophique, mais une réminiscence d'un passé bien réel. D'autres traditions, venues d'Inde, d'Amérique ou d'Afrique, évoquent également des mondes disparus, des royaumes rayés de la carte par les caprices de la Terre. Ce que ces mythes ont en commun, c'est le sentiment que notre histoire officielle n'est qu'un fragment d'une tapisserie beaucoup plus vaste. La théorie des civilisations perdues repose sur une intuition simple. Et si l'homme avait déjà atteint un haut niveau d'organisation, bien avant Sumer, l'Égypte ou la vallée de l'Indus, les traces auraient ensemble pu être effacées par le temps, les guerres ou les bouleversements climatiques. Dans le cas de l'Antarctique, c'est la glace elle-même qui aurait englouti ce passé. Une chape blanche, implacable, recouvrant tout, préservant peut-être encore des structures invisibles à nos yeux. Certains voient dans les cartes anciennes une preuve de cette continuité. La carte de Piri Reis, celle d'Oronsfin ou encore les documents de Boaché semblent s'étant témoigner d'un savoir qui ne devrait pas exister. Si ces cartes sont bel et bien exactes, alors leurs auteurs ont dû hériter d'une mémoire plus ancienne. Mais de qui?
d'une civilisation antérieure à l'histoire connue, ayant exploré la planète à une époque où l'Antarctique n'était pas encore prisonnier des glaces. La science officielle balaie souvent ces hypothèses, préférant parler de coïncidence ou de distorsion. Pourtant, des découvertes récentes ajoutent à l'incertitude. Des fouilles sous-marines ont révélé des structures énigmatiques au large de l'Inde, du Japon ou des Caraïbes. Certaines formations rocheuses, comme celle de Yonaguni au Japon, ressemblent à des escaliers ou à des terrasques. Difficiles à attribuer uniquement au hasard géologique, elles alimentent l'idée que des peuples anciens auraient pu construire à une échelle qui échappe encore à notre compréhension. Le cœur de la théorie des civilisations perdues réside dans une autre question. La mémoire humaine est-elle plus ancienne qu'on ne le croit ? Les cycles glaciaires et les catastrophes naturelles ont pu effacer des traces entières d'occupation. Si une société s'était développée il y a 20 ou 30 000 ans, il était possible que ces vestiges aient été engloutis, broyés ou recouverts de glace et de sable. Nous ne découvririons alors que des fragments isolés, trop rares pour convaincre les sceptiques, mais suffisants pour éveiller l'imagination. Dans cette perspective, l'Antarctique occupe une place à part. Il est le symbole parfait de ce qui peut disparaître sans disparaître totalement. Sous plusieurs kilomètres de glace, tout peut se conserver. Outils, bâtiments, même des cités entières. La température extrême agit comme une chambre scellée, empêchant la décomposition. Si une civilisation a réellement existé là-bas, il se pourrait qu'elle attende encore, intacte, que la glace s'écarte. Mais pour l'instant, le continent reste inviolé, protégé par des traités internationaux et par la rigueur même de son climat. Ce que les partisans de la théorie mettent en avant, ce sont aussi les anomalies. Certaines images satellitaires, largement diffusées puis discréditées par les milieux scientifiques, montrent des formes étranges sous la glace, des alignements, des structures triangulaires ou rectangulaires qui rappellent tant des édifices. Officiellement, ce sont des illusions d'optique, des jeux d'ombre et de lumière. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, elles se sont imposées comme des fenêtres entr'ouvertes sur une vérité interdite. Ce qui fascine dans la théorie des civilisations perdues, ce n'est pas seulement la possibilité d'un âge antérieur, mais ce qu'il dit de nous-mêmes. Nous avons tendance à penser l'histoire comme une ligne droite, allant de la préhistoire vers la modernité. Mais si cette ligne était en réalité une boucle, si l'humanité avait déjà atteint un sommet avant de retomber dans l'oubli, une telle vision bouleverse notre rapport au progrès. Elle suggère que nous ne sommes pas les premiers, ni peut-être les derniers, à chercher à dominer la nature et à comprendre l'univers. Il y a aussi le rôle des cataclysmes. Des études géologiques montrent que la Terre a connu des périodes de bouleversements climatiques rapides, capables de détruire des écosystèmes entiers en quelques décennies. L'hypothèse d'un déluge universel, présente dans de nombreuses manco-traditions, pourrait n'être que le souvenir d'un de ces événements. Si une civilisation s'était développée avant, elle aurait pu être balayée, ses ruines enfouies sous les océans ou les glaces. L'Antarctique, avec sa mémoire de forêts et de rivières, pourrait avoir été l'un des témoins silencieux de ce drame. Ce qui nourrit le mystère, c'est l'absence d'explication définitive. Les scientifiques eux-mêmes admettent qu'une grande partie du continent reste inexplorée. Les technologies radars et satellitaires ne font qu'effleurer sa surface. Chaque anomalie devient alors un signe possible, chaque découverte un fragment du puzzle, et plus nous avançons, plus l'idée d'un passé perdu paraît plausible. La théorie des civilisations disparues n'est peut-être pas une vérité historique, mais elle agit comme un miroir. Elle reflète notre désir profond de ne pas être seul dans le temps, de croire que d'autres, avant nous, ont cherché à comprendre la Terre, à cartographier ses mers, à bâtir des monuments. Ce désir s'ancre dans une mélancolie silencieuse, celle de pressentir que l'histoire n'était jamais complète, que nous vivons sur les ruines invisibles d'un monde oublié. Si l'Antarctique a vraiment abrité une civilisation, alors la glace est à la fois son tombeau et son coffre-fort. Elle protège ce passé, mais le rend inaccessible. L'idée même d'une cité figée sous plusieurs kilomètres de glace agit comme une légende moderne, un mythe que nous projetons sur la surface blanche du continent. Qu'elle soit vraie ou non importe presque moins que ce qu'elle révèle de nous, notre incapacité à accepter le vide, notre besoin d'imaginer une origine plus ancienne, plus mystérieuse que celle que l'on nous raconte. Et c'est là que la frontière entre science et mythe devient floue. Car au-delà des scepticismes et des certitudes, une question persiste, obstinée, comme un écho dans le froid antarctique. Que se cache-t-il réellement sous la glace ?
Nous savons déjà qu'il y eut des forêts, des rivières, des formes de vie. Alors pourquoi pas davantage? Pourquoi pas des traces humaines, des architectures enfouies, des souvenirs de mains disparues? Cette hypothèse, fragile mais fascinante, nous conduit vers un autre mystère, les anomalies révélées par satellite, ces signaux discrets venus du cœur glacé du continent qui semblent indiquer que le passé dort encore là, sous nos yeux. Lorsque les premiers satellites commencèrent à scruter la Terre depuis l'espace, on imagina d'abord qu'ils serviraient à mesurer les nuages, à suivre les ouragans, à cartographier les continents avec une précision inédite. Mais en tournant leurs lentilles en temps vers l'Antarctique, ces instruments révélèrent tant de plus que des masses blanches et des fractures glacées. Sous la surface immaculée apparurent des ombres, des reliefs, des formes trop régulières pour ne pas éveiller la curiosité. Depuis des décennies, ces images nourrissent à la fois les débats scientifiques et les rêves d'une mémoire enfouie. Ce qui frappe dans certaines photographies, ce sont les lignes droites. Dans un monde sculpté par la glace, où tout devrait se courber, se fissurer de manière chaotique, apparaissent parfois des angles nets, des structures qui semblent se répéter. Certains clichés montrent des formations triangulaires, des plateaux à arêtes franches ou des alignements qui rappellent étrangement des murs. Officiellement, on parle d'illusion d'optique, de jeu de lumière sur la glace ou de simples phénomènes géologiques. Pourtant, l'œil humain peine à ne pas y voir autre chose. L'une des anomalies les plus commentées se situe non loin des montagnes de l'Antarctique orientale. Des images satellitaires, diffusées que dans les années 2000, montrèrent ce qui ressemblait à une immense ouverture dans la glace, une cavité sombre s'enfonçant dans le continent. Pour certains, ce n'était qu'un glissement de terrain ou une grotte creusée par les vents. Pour d'autres, l'impression d'une entrée monumentale rappelait étrangement l'idée d'un accès construit, presque architectural. Les comparaisons avec des portes cyclopéennes ou des tunnels artificiels alimentèrent l'imaginaire collectif. Un autre mystère réside dans les mesures gravimétriques. En analysant les variations du champ de gravité terrestre, les satellites ont révélé des zones d'anomalies massives sous la glace antarctique. L'une des plus célèbres se trouve sous la terre de Wilkes, où une structure circulaire de plus de 200 km de diamètre a été détectée. Les scientifiques y voient l'empreinte d'un ancien impact météoritique, assez puissant pour avoir bouleversé le climat planétaire. Mais pour d'autres, cette régularité circulaire évoque une construction artificielle ou un vestige d'activité humaine oubliée. Les radars pénétrant la glace ont également bouleversé notre vision du continent. Ces instruments, capables de traverser des kilomètres de glace, ont révélé un monde invisible, chaînes de montagnes, rivières fossiles et même des lacs enfouis dans les profondeurs. Le lac Vostok, découvert sous 4 kilomètres de glace, en est l'exemple le plus marquant. Isolé du reste du monde depuis près de 15 millions d'années, il contient une eau liquide et des micro-organismes. Cette découverte a démontré que la glace n'est pas une barrière absolue, mais un voile qui dissimule des écosystèmes entiers. Si de tels mondes subsistent, qui peut affirmer qu'ils ne cachent pas aussi des traces plus complexes, issues d'un passé oublié? Certaines images satellitaires semblent confirmer cette hypothèse. Des zones rectangulaires apparaissent parfois comme si elles avaient été tracées à la règle, défiant l'idée d'une formation naturelle. Dans d'autres régions, des dômes énigmatiques, aux contours parfaits, se détachent de la monotonie glacée. L'explication officielle parle de formations rocheuses recouvertes de glace, mais l'aspect géométrique intrigue. Sur Internet, ces images ont déclenché une vague de spéculations, évoquant des bases secrètes, des cités englouties ou des monuments d'une autre ère. Ce qui alimente encore davantage le mystère, c'est la rareté des expéditions autorisées dans certaines zones. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, interdit toute appropriation du continent et limite strictement les activités humaines. Officiellement, il protège l'écosystème fragile de la région, mais pour les tenants des théories alternatives, il sert aussi à préserver des secrets. Pourquoi tant de restrictions dans un espace où, en théorie, il n'y a rien à cacher ? Cette absence de transparence nourrit l'idée que les anomalies révélées par satellite pourraient correspondre à des découvertes trop dérangeantes pour être partagées. Les scientifiques restent trop prudents. Pour eux, chaque forme étrange a une explication rationnelle, des fissures dues à la dynamique glaciaire, des illusions d'ombre, des montagnes dissimulées. Mais l'histoire nous a appris que les certitudes d'une époque peuvent s'effondrer devant une découverte. Il y a 50 ans, on ne soupçonnait pas l'existence de lacs sous la glace. Aujourd'hui, on en recense des centaines.
Qui sait ce que l'on découvrira demain? Le plus troublant dans ces anomalies est leur résonance avec les mythes anciens. Si l'Antarctique était jadis libre de glace, si des forêts et des rivières couvraient en ces terres, il n'est pas impossible que des sociétés aient pu y prospérer. Les structures visibles sur les satellites seraient alors les vestiges d'un âge oublié. Les coïncidences entre ces images et certains récits de civilisations englouties renforcent l'idée que l'histoire humaine n'est pas complète. Il faut également évoquer le rôle du hasard et de la subjectivité. Devant une image floue, l'esprit humain a tendance à projeter ses propres formes, à voir des visages dans les nuages, des monuments dans les montagnes. Peut-être est-ce ce que nous faisons en contemplant l'Antarctique depuis l'espace. Nous cherchons désespérément à retrouver dans ces glaces la trace de nous-mêmes. Mais même si tout n'était qu'illusion, le fait que ces formes existent, qu'elles s'impriment dans notre imagination, suffit à renforcer le mystère. Ainsi, chaque nouvelle image, chaque anomalie repérée, agit comme une fissure dans notre certitude. L'Antarctique se dévoile par fragments, mais jamais totalement. Le continent joue avec nous, offrant des ombres, des reflets, des échos de ce qu'il pourrait contenir. Et plus nous tentons de percer son secret, plus il se referme, glacé et impénétrable. Pourtant, une chose est certaine, ces anomalies ne disparaîtront pas. Elles continueront de nourrir les hypothèses, de hanter l'imaginaire, d'alimenter l'idée qu'un chapitre entier de l'histoire reste caché sous la glace. L'Antarctique devient alors une énigme moderne, un miroir où se reflètent nos doutes et nos désirs de comprendre. Et c'est vers ces formes étranges, ces montagnes fantômes et ces structures impossibles que nous devons maintenant tourner le regard. Car si les satellites ont révélé l'existence d'anomalies, ce sont les reliefs eux-mêmes, enfouis et inaccessibles, qui portent peut-être la véritable clé du mystère. Sous les glaces de l'Antarctique, des reliefs entiers demeurent invisibles aux yeux humains, prisonniers d'un manteau épais qui les protège autant qu'il les cache. Pourtant, grâce aux radars pénétrant la glace et aux relevés satellites, nous savons que ces reliefs existent. Ils se dessinent en silence comme des ombres d'un autre monde et soulèvent plus de questions qu'ils n'en résolvent. On les appelle parfois les montagnes fantômes, car leur silhouette ne se laisse deviner qu'à travers des instruments, jamais à travers le regard direct. Ces chaînes mystérieuses défient notre compréhension tant par leur existence que par leur forme. L'une des découvertes les plus fascinantes concerne les monts Gamburtseff, situés dans l'est de l'Antarctique. C'est une chaîne de montagnes comparable en taille aux Alpes, mais totalement enfouie sous près de 4 km de glace. Personne ne les avait jamais vus avant les relevés géophysiques du milieu du XXe siècle. Et ce qui trouble les géologues, c'est leur jeunesse apparente. Elle semble bien plus nette et moins érodée qu'elle ne devrait ça l'être, comme si elle n'avait pas subi l'usure de millions d'années. Comment expliquer que de telles montagnes, prisonnières sous la glace depuis des éons, aient conservé des formes aussi aiguës? Certains chercheurs avancent que les glaces elles-mêmes auraient protégé ces reliefs de l'érosion. Mais pour d'autres, la netteté des contours suggère un mystère plus profond. Si ces montagnes sont restées intactes, elles pourraient également conserver, dans leurs vallées cachées, des traces d'écosystèmes anciens, voire de structures façonnées par des forces que nous n'imaginons pas encore. Les vallées de Gamburtsev deviennent alors une énigme. Que garde la glace, en son cœur, de cette géographie fantôme? D'autres anomalies géologiques intriguent autant. Dans certaines régions, les radars ont détecté ce qui ressemble à d'immenses plateaux aux arêtes régulières, parfois même à des alignements rectilignes sur des kilomètres. Officiellement, il s'agirait de formations rocheuses naturelles, sculptées par des mouvements tectoniques oubliés. Pourtant, ces formes résonnent étrangement avec des motifs architecturaux. Des blocs rectangulaires, des terrasses, des parois abruptes qui paraissent presque artificielles, comme si la nature ou autre chose avait laissé sous la glace des structures impossibles. Il est troublant de constater que ces formes géométriques apparaissent souvent dans les mêmes zones où des anomalies gravimétriques ont été enregistrées. Là où la gravité terrestre semble varier de manière inexplicable, le relief montre également des étrangetés. Certains y voient la coïncidence d'un passé géologique complexe. D'autres y lisent les indices d'une intervention ou d'une présence oubliée. Et même si l'hypothèse d'une civilisation est jugée improbable par la science conventionnelle, la régularité de certains motifs ne cesse d'interroger. Les montagnes fantômes rappellent aussi combien l'Antarctique reste un monde clos. Ces reliefs, invisibles depuis la surface, sont comme des continents à l'intérieur du continent, des royaumes souterrains que nous ne connaissons qu'à travers des cartes d'ondes radar. On pourrait imaginer que, dans ces vallées protégées,
La vie ait survécu bien après Mitterrand l'englassement général. Des microclimats, des poches d'air chaud ou de lacs subglaciaires auraient pu préserver des formes d'existence. Et si cela est possible pour la vie animale ou végétale, pourquoi ne pas envisager aussi la préservation de traces humaines ou d'artefacts? Certains récits modernes parlent de structures étranges observées dans les montagnes de l'Antarctique. Des photographies aériennes, largement partagées mais rarement confirmées, montrent des silhouettes pyramidales se dressant au milieu des glaces. Leur régularité était frappante, des arêtes franches, des sommets triangulaires, comme des échos de monuments égyptiens ou mésoaméricains. Les explications officielles parlent de simples montagnes érodées, leur donnant par hasard une forme pyramidale. Pourtant, l'idée que de telles structures se trouvent aux confins du monde fascine l'imaginaire collectif. Car si ces pyramides ne sont que des illusions, pourquoi leur géométrie est-elle si parfaite, si troublante? Les structures impossibles se multiplient à mesure que les technologies sondent le continent. Certaines images suggèrent des dômes presque parfaits, isolés au milieu des plaines glacées. D'autres montrent des crevasses qui ressemblent à des tunnels. Bien sûr, il est facile de projeter nos propres formes dans ces paysages inhumains. Mais il reste une constante, la répétition de motifs trop précis pour être écartés sans interrogation. Ces montagnes et ces structures réveillent aussi un écho ancien. De nombreuses traditions mythologiques parlent de cités bâties sur des sommets, de peuples vivant dans des royaumes retirés, de refuges sacrés au-delà du monde connu. L'Antarctique, avec ses reliefs fantômes, semble incarner ces récits. Peut-être n'est-il pas un hasard que tant de cultures aient imaginé des montagnes mystérieuses, invisibles aux hommes ordinaires. Il est possible que tout cela ne soit qu'un jeu de la géologie et de l'imagination. Mais même dans cette hypothèse, le mystère persiste, car ces montagnes et ces formes, aussi naturelles soient-elles, demeurent inaccessibles. Elles nous rappellent à quel point notre connaissance de la Terre est fragmentaire. Nous avons cartographié les continents, exploré les océans, mais un monde entier demeure prisonnier sous la glace, hors d'atteinte. L'Antarctique est notre dernière frontière, et ces montagnes fantômes en sont les gardiennes. Le plus fascinant est peut-être le silence qui entoure ces découvertes. Les relevés existent, les données sont disponibles, mais rares sont les expéditions qui s'y aventurent réellement. Le coût, les conditions extrêmes et les restrictions internationales font de l'Antarctique un territoire quasiment interdit. Ce qui alimente encore davantage les hypothèses. Si des structures impossibles existent sous la glace, pourquoi les autorités se montreraient-elles si réticentes à autoriser des recherches approfondies? Au cœur de ces incertitudes, une question se dessine. Et si ces montagnes, protégées par la glace, conservaient non seulement des secrets géologiques, mais aussi des fragments d'histoire humaine? Nous n'avons aucune preuve solide pour l'affirmer, mais chaque anomalie, chaque forme géométrique agit comme un indice silencieux. Comme si le continent blanc cherchait à nous dire quelque chose, mais dans une langue que nous ne comprenons pas encore. Les montagnes fantômes et les structures impossibles sont des énigmes ouvertes. Elles oscillent entre le réel et l'imaginaire, entre la science et le mythe. Elles nous invitent à accepter que l'Antarctique ne soit pas seulement un désert glacé, mais un monde multiple, superposé, où le visible et l'invisible se confondent. Et c'est précisément dans cet espace flou, entre réalité et légende, que naissent les mythes polaires. Car l'homme, face à l'inconnu, a toujours inventé des récits pour combler le silence. Et dans le cas de l'Antarctique, ces mythes pourraient quand bien être les échos d'une mémoire plus ancienne que nous ne l'imaginons. Depuis la nuit des temps, les terres inaccessibles ont servi de miroir aux rêves et aux peurs de l'humanité. L'Antarctique, caché sous son manteau de glace, n'échappe pas à cette règle. Bien avant sa découverte officielle, les traditions du monde entier évoquaient par l'existence d'un continent mystérieux, situé au sud, au-delà des mers connues. Ces récits, parfois fragmentaires, parfois enveloppés d'allégories, semblent être les restes d'une mémoire collective. Mais mémoire de quoi? D'un territoire réel, aperçu par des voyageurs oubliés? D'une projection symbolique née du besoin de croire que la Terre est équilibrée, avec un sud qui répond au nord? Ou peut-être d'un souvenir plus ancien, transmis de génération en génération, d'un monde disparu que le temps a recouvert de silence. Chez les Grecs, contribuissance à l'ironissima orthon l'Oreste. Chez Gray, l'idée d'un continent austral n'était pas étrangère. Les philosophes parlaient de la terra australis incognita, une terre nécessaire pour équilibrer le globe. Mais cette hypothèse géographique se confondait souvent avec des récits plus mystérieux. Les explorateurs rapportaient pendant des légendes de terres lointaines, baignées de lumière étrange, habitées par des peuples différents.
Certains textes anciens suggèrent que les navigateurs du monde méditerranéen connaissaient déjà des fragments de vérité, qu'au sud de l'Afrique et de l'Inde existaient des territoires dont la mémoire s'était perdue. Les traditions d'autres continents vont dans le même sens. Chez certains peuples autochtones d'Amérique du Sud, on raconte l'existence de royaumes situés bien au-delà de l'océan, où vivaient des êtres puissants, détenteurs d'un savoir oublié. Ces récits résonnent avec les mythes polynésiens, qui évoquent aussi des terres australes, parfois décrites comme luxuriantes, parfois comme des lieux interdits, où seuls les initiés pouvaient en s'aventurer. Ces parallèles, séparés par des milliers de kilomètres d'un lieu et des cultures différentes, intriguent. Pourquoi tant de peuples évoqueraient-ils des mondes méridionaux s'ils n'avaient jamais eu, d'une manière ou d'une autre, la perception de leur existence ? Dans l'Antarctique lui-même, bien avant l'arrivée des Européens, les peuples de l'hémisphère sud racontaient dans des histoires qui semblent garder l'écho d'un passé plus ancien. Les mythologies des Maoris de Nouvelle-Zélande, par exemple, parlent d'îles et de terres au-delà des mers australes. Pour eux, ces régions étaient liées à des divinités anciennes, à des forces invisibles. Ces récits, transmis oralement pendant des siècles, ne désignent pas toujours explicitement l'Antarctique, mais ils tracent une géographie mythique où le Sud devient le lieu du mystère, des ancêtres et du sacré. Il est possible que ces mythes ne soient que des symboles. L'humanité a souvent projeté ses angoisses et ses espoirs sur des régions inaccessibles. L'Orient, l'Occident, les pôles. Pourtant, on peut aussi y voir les fragments d'une mémoire réelle, déformée par le temps. Si l'Antarctique a réellement connu des périodes libres de glace habitées par des forêts et des rivières, peut-être que des voyageurs d'autrefois en ont aperçu les rivages. Peut-être que leur expérience, transmise par bribes, a nourri les mythes polaires. Il faut aussi évoquer l'Atlantide, ce récit immortel rapporté par Platon. Bien qu'il situe cette civilisation engloutie, au-delà des colonnes d'Hercule, certains chercheurs ont fait le rapprochement avec l'Antarctique. Une terre fertile, disparue soudainement sous les eaux ou la glace, pourrait-elle correspondre à cette description ? Si l'on accepte que les mythes gardent des souvenirs de catastrophes réelles, alors il n'est pas absurde de penser que l'Atlantide et l'Antarctique se confondent dans une même mémoire effacée. Plus près de nous, les récits médiévaux européens parlent eux aussi de terres australes. La légende de la Terra Australis circulait parmi les cartographes bien avant que les navigateurs n'atteignent ces latitudes. Certains dessins montrent un continent gigantesque au sud, parfois richement décoré de forêts, d'animaux fabuleux et de peuples inconnus. Officiellement, ces représentations n'étaient que des hypothèses destinées à équilibrer la vision du globe, mais leur persistance intrigue. Pourquoi ce besoin constant d'imaginer un sud habité ? Était-ce pure invention, ou restait-il quelque chose de plus ancien, une rumeur transmise par des marins oubliés ? Les mythes polaires ne parlent pas seulement de géographie. Ils évoquent aussi des mémoires enfouies dans l'esprit humain. Dans les sagas nordiques, on retrouve des récits de terres de glace et de feu, de royaumes s'en perdus au-delà des mers, gardés par des créatures étranges. Chez certains peuples sibériens, le Sud est décrit comme un lieu mystérieux, habité par des forces contraires, parfois bénéfiques, parfois destructrices. Ces récits pourraient n'être que des métaphores du climat extrême, mais dans le silence de l'Antarctique, ils prennent une résonance particulière. La psychologie collective pourrait aussi expliquer ces mémoires. L'homme, confronté à l'immensité du monde, a toujours eu besoin d'imaginer ce qui se trouve au-delà. Les terres polaires, invisibles, sont devenues le réceptacle de ces projections. Mais il est aussi possible que ces mythes soient là encore les échos d'événements réels, la vision d'un continent méridional fertile, aperçu par des ancêtres très anciens, puis effacé de la mémoire consciente par le passage du temps. Les mémoires oubliées s'expriment parfois sous des formes inattendues. Certaines traditions chamaniques évoquent des mondes souterrains ou cachés, accessibles seulement dans l'état de transe. Les descriptions de ces lieux ressemblent parfois à celles que la science moderne donne du monde sous glaciaire, cavernes, lacs isolés, paysages inaccessibles, comme si l'inconscient collectif avait gardé, à travers les millénaires, l'image d'un monde enfoui. Ce qui frappe dans tous ces récits, c'est leur cohérence implicite. De la Grèce antique aux peuples océaniens, de l'Europe médiévale aux traditions amérindiennes, l'idée d'un Sud mystérieux traverse les époques et les cultures. Bien sûr, chaque récit a ses particularités, mais l'impression demeure qu'ils parlent tous d'une même chose, une terre inaccessible, riche de secrets, liés au destin de l'humanité.
Il est tentant de voir dans ces mythes des indices d'une réalité perdue. Mais même si l'on choisit de les considérer comme de simples créations symboliques, leur existence reste troublante. Pourquoi tant de cultures auraient-elles inventé une même idée ? Pourquoi ce besoin constant d'imaginer un Sud mystérieux, fertile ou redoutable ? Peut-être parce que ce continent, aujourd'hui invisible, est en réalité profondément inscrit dans notre mémoire. Les mythes polaires ne sont pas des preuves, mais ils sont des échos. Des échos qui résonnent avec les découvertes modernes, forêts des fossiles, anomalies géologiques, cartes anciennes, et c'est dans cette résonance que naît le vertige. Comme si le mythe et la science se répondaient, chacun portant un fragment de vérité. Le silence de l'Antarctique amplifie cette impression. Chaque fois que nous tournons notre regard vers lui, nous ne voyons qu'un désert blanc. Mais dans l'imaginaire, il est tout sauf vide. Il est rempli de voix anciennes, de souvenirs impossibles, de civilisations oubliées. Et ces voix, qu'elles soient réelles ou symboliques, nous invitent à écouter plus attentivement. Ce lien entre mythe et réalité ouvre une nouvelle porte. Car si les mémoires oubliées existent, elles pourraient aussi se relier à des phénomènes tangibles. Les bouleversements de la Terre, les inversions magnétiques, les cataclysmes climatiques qui ont façonné notre planète. Peut-être que ces légendes sont en réalité les récits codés de témoins anciens, ayant vécu des événements dont nous n'avons gardé que des traces scientifiques. La Terre est un organisme vivant, dont le cœur bouillonnant ne cesse de se transformer. Au plus profond de son noyau, les métaux liquides tourbillonnent, écrénant le champ magnétique qui enveloppe notre planète. Ce bouclier invisible nous protège des radiations solaires et oriente les boussoles depuis l'aube des civilisations. Mais ce champ n'est pas immuable. À intervalles irréguliers, il s'inverse. Le nord devient le sud et le sud devient le nord. Ce basculement, connu sous le nom d'inversion magnétique, a eu lieu des centaines de fois dans l'histoire géologique. Ces inversions se produisent sur des échelles de temps si vastes que l'humanité moderne n'en a jamais été témoin direct. Pourtant, les roches et les sédiments en gardent la trace. Comme des archives silencieuses, ils révèlent que le champ magnétique s'est renversé de nombreuses fois au cours des millions d'années passées. La dernière inversion complète remonte à environ 780 000 ans, bien avant que l'homme moderne n'ait écrit son histoire. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'Antarctique ? Et surtout, quel lien pourrait exister entre ces bouleversements invisibles et l'idée d'une civilisation disparue ? Lorsque le champ magnétique se renverse, les effets ne se limitent pas aux aiguilles des boussoles. La protection offerte contre les radiations solaires s'affaiblit temporairement. Le ciel s'illumine d'aurores gigantesques, visibles jusque dans les tropiques. Le climat peut en être perturbé, les cycles atmosphériques bouleversés. Les animaux migrateurs qui suivent les lignes magnétiques perdent leurs repères. Ce chaos s'étend sur des milliers d'années, un laps de temps assez long pour transformer profondément la surface du monde. Certains chercheurs pensent que ces inversions pourraient être liées à des extinctions de masse. Non pas directement, mais en affaiblissant la Terre face au rayonnement cosmique et au changement climatique. Si tel est le cas, il est possible que des civilisations anciennes, bien avant la nôtre, aient été frappées par de tels bouleversements. Leur monde aurait donc pu disparaître non pas seulement sous l'effet du temps, mais sous l'action de forces invisibles, cosmiques, que nous commençons à peine à comprendre. L'Antarctique, avec sa position extrême, aurait été particulièrement affectée par ces inversions. Les pôles sont les zones où le champ magnétique se concentre, et donc les plus sensibles aux variations. Pendant ces périodes de chaos magnétique, le continent aurait pu connaître des bouleversements climatiques radicaux. Les forêts qui couvraient jadis ces terres auraient donc pu être détruites en quelques siècles, remplacées par des glaciers s'étendant rapidement. De telles transformations auraient effacé toute trace de vie humaine ou animale, laissant derrière elles un désert de glace. Mais certains avancent une hypothèse plus troublante encore. Et si les inversions magnétiques avaient provoqué non seulement des bouleversements naturels, mais aussi des pertes de mémoire collective, les civilisations anciennes, confrontées à des cieux en flammes, à la désorientation des bêtes et à l'effondrement de leurs repères, auraient donc pu interpréter ces événements comme des cataclysmes divins. Leurs récits, transmis sous forme de mythes, seraient soit devenus les histoires de déluges, de mondes engloutis, de terres maudites. Peut-être que l'Atlantide de Platon n'était pas seulement une métaphore politique, mais un souvenir d'un âge frappé par une inversion magnétique et ses conséquences. Dans les légendes de nombreuses cultures, on retrouve des descriptions de cieux bouleversés, de soleils multiples, d'étoiles qui changent de place.
Ces images pourraient en correspondre à des témoignages déformés de périodes de transition magnétique. Les chamans, les sages, auraient interprété ces phénomènes dans le langage symbolique de leur époque, sans comprendre la mécanique invisible qui en était la cause. Ce lien entre magnétisme et mémoire prend une dimension fascinante lorsqu'on considère les anomalies découvertes en Antarctique. Certaines zones présentent des champs magnétiques locaux extrêmement puissants ou perturbés. Les instruments modernes y enregistrent des variations étranges, comme si la glace dissimulait des sources d'énergie inhabituelles. Pour les scientifiques, il s'agit probablement de structures géologiques, de masses rocheuses riches en métaux. Mais pour les esprits plus imaginatifs, cela pourrait être la trace d'une technologie ancienne, fondée sur la maîtrise du magnétisme. Imaginons un instant qu'une civilisation ait vécu sur l'Antarctique libre de glace. Si elle avait appris à comprendre ou à utiliser le champ magnétique terrestre, elle aurait peut-être bâti des structures alignées avec ces forces invisibles. De telles constructions, aujourd'hui ensevelies, pourraient être à l'origine de certaines anomalies détectées par nos instruments. Ce ne serait pas la première fois que l'on découvre des sociétés anciennes alignant leurs monuments sur les étoiles ou les équinoxes. Mais ici, les forces en jeu seraient plus profondes, plus cosmiques. Certains chercheurs indépendants ont même suggéré que les inversions magnétiques auraient pu effacer les traces technologiques de ces peuples. Les champs électromagnétiques, en se réorganisant, auraient pu altérer les matériaux, perturber les mémoires, transformer des œuvres en ruines méconnaissables. Ce ne sont que des hypothèses, fragiles et contestées, mais elles renforcent l'idée que l'histoire de l'humanité pourrait être inséparable de l'histoire magnétique de la Terre. Le rôle des inversions magnétiques ne se limite donc pas aux archives géologiques. Il résonne avec nos récits, nos mythes et peut-être nos peurs. Chaque fois que nous levons les yeux vers les aurores boréales, nous voyons l'expression fragile d'un bouclier invisible qui pourrait un jour vaciller. Et si cela arrivait à notre époque, quelles traces laisserions-nous ? Comment nos descendants comprendraient-ils nos ruines, nos machines, nos monuments, si une telle inversion plongeait notre monde dans le chaos ? L'Antarctique devient alors une métaphore de cette fragilité. Il est le continent des extrêmes, le témoin silencieux des cycles magnétiques. Ces forêts disparues, ces montagnes fantômes et ces anomalies cachées sous la glace pourraient être autant de marques laissées par ces renversements cosmiques. Chaque inversion aurait effacé une partie de la mémoire du monde, engloutissant des histoires entières sous des kilomètres de neige et de silence. Cette perspective nous mène à un constat vertigineux. Peut-être que les civilisations ne disparaissent pas uniquement par guerre ou par famine, mais aussi par l'action de forces invisibles qui les dépassent. Des forces inscrites au cœur même de la Terre, dans le balai incessant de son noyau en fusion. Et si tel est seul le cas, alors notre propre idée de l'histoire est peut-être une survivance fragile, un fil ténu qui aurait pu être rompu plusieurs fois déjà. L'inversion magnétique n'explique pas tout, mais elle nous offre une clé pour comprendre la fragilité des mondes. Elle montre que la Terre n'est pas un décor immobile, mais un acteur à part entière, capable d'effacer et de recréer. Et dans le silence de l'Antarctique, ce rôle prend une ampleur presque sacrée. Le continent blanc devient le livre où sont inscrits ces bouleversements invisibles, ces chapitres effacés que nous commençons seulement à relire. Ainsi, le rôle des inversions magnétiques n'est pas seulement scientifique, il est aussi symbolique. Il relie les découvertes modernes aux récits anciens et suggère que les mémoires oubliées pourraient avoir une base réelle inscrite dans la géophysique de notre planète. Et c'est justement sous les kilomètres de glace, dans les couches profondes de ce continent interdit, que pourraient se cacher des indices tangibles, des traces matérielles de ce que nous ne considérons encore que comme des mythes. Car sous cette épaisseur glaciale, à l'abri depuis des millénaires, gisent densément des vestiges qui échappent encore à nos yeux. Ce sont ces indices cachés, ces secrets figés dans la glace, qui pourraient un jour répondre à la question la plus troublante. L'Antarctique est-il seulement un désert glacé, ou bien le tombeau d'une civilisation disparue ? L'Antarctique est souvent décrit comme une forteresse de silence. Ces paysages figés paraissent vides, immuables, mais ce que l'on perçoit n'est donc qu'une surface trompeuse. Sous les kilomètres de glace, le continent recèle des mondes invisibles, figés dans le froid mais intacts, comme des archives conservées par un archiviste implacable. Chaque couche de glace, chaque strate accumulée au fil des millénaires contient des fragments de mémoire. Poussière d'anciennes forêts, bulles d'air emprisonnées depuis des époques disparues, et parfois des formes plus énigmatiques encore. Les carottes de glace prélevées par les scientifiques sont les premières clés de ce passé. En les examinant, ils retrouvent d'un des particules de pollen,
des traces de végétation, des sédiments qui témoignent d'un climat ancien, bien différent de celui d'aujourd'hui. Ces micro-preuves, discrètes mais indéniables, confirment que l'Antarctique fut autrefois une terre vivante. Mais au-delà des éléments naturels, certains indices intriguent davantage. Des anomalies chimiques, des concentrations inattendues de métaux ou de poussières volcaniques suggèrent dans des événements que la science peine encore à expliquer. Et chaque fois, la question revient. Ces signes appartiennent-ils uniquement au monde naturel ou révèlent-ils des activités que nous n'imaginons pas encore? Sous la glace, les radars ont mis au jour des structures étonnantes. On y distingue des montagnes, des vallées, des réseaux de rivières fossiles. Mais certains relevés montrent aussi des formes qui semblent moins naturelles, lignes droites, cercles parfaits, reliefs qui rappellent autrement des constructions. Les sceptiques y voient parfois des coïncidences géologiques, les partisans des théories alternatives y lisent les traces d'architectures oubliées. Dans les deux cas, une chose est certaine, le continent n'est pas un désert uniforme, mais un territoire complexe, riche de secrets invisibles. Le lac Vostok est l'un des lieux les plus mystérieux de ce monde sous-glaciaire. Enfoui sous 4 km de glace, tant et séquent, il s'étend sur plus de 200 km de long. Isolé depuis au moins 15 millions d'années, il contient une eau liquide, préservée par la chaleur géothermique et la pression du manteau de glace. Lorsque des scientifiques ont analysé des échantillons prélevés à proximité, ils y ont trouvé des traces de micro-organismes inattendus, certains ressemblant à des formes connues, d'autres totalement inconnues. Si la vie a pu survivre dans un tel isolement, quelles autres surprises attendent encore dans ces écosystèmes cachés? Et si certains de ces micro-organismes étaient les restes d'un monde plus ancien, liés à des formes de vie disparues de la surface? Plus troublantes encore sont certaines images satellitaires qui suggèrent la présence d'anomalies enfouies. Dans certaines régions, des dômes réguliers apparaissent sous la glace, évoquant des coupoles artificielles. Dans d'autres, des structures rectangulaires, longues de plusieurs kilomètres, semblent se dessiner dans les profondeurs. Ces observations, souvent réfutées ou minimisées, persistent néanmoins. Les explications officielles parlent de montagnes ou de formations rocheuses particulières, mais leur symétrie et leur régularité posent leurs questions. Le hasard géologique produit rarement des formes aussi précises. Des rumeurs circulent également autour de découvertes jamais publiées. Certains membres d'expéditions scientifiques auraient évoqué, dans des témoignages informels, la mise au jour de cavités contenant des restes inattendus. Des récits parlent de fossiles d'animaux encore inconnus, voire de structures qui ne correspondent à aucune explication naturelle. Officiellement, rien de tout cela n'a été confirmé. Mais dans l'ombre, ces bribes de récits alimentent la conviction que la glace cache bien plus que ce que l'on nous dit. L'Antarctique recèle aussi des anomalies thermiques. En 2018, des chercheurs ont détecté une zone de chaleur inhabituelle sous les glaces de la Terre de Mary Bird. Cette chaleur pourrait être liée à une activité volcanique souterraine. Mais certains ont suggéré que cette zone pourrait cacher autre chose, une source d'énergie artificielle, une activité inconnue ou les restes d'une technologie perdue. La simple idée qu'une telle énergie puisse exister sous des kilomètres de glace nourrit l'imaginaire, car si des civilisations avaient existé sur ce continent, elles auraient pu trouver refuge dans ces cavités chaudes, protégées du froid par la chaleur interne de la Terre. Les indices se multiplient, mais ils restent ambigus. Chacun d'eux peut être expliqué par des phénomènes naturels, glissements de terrain, volcans, pression tectonique. Et pourtant, l'ensemble forme un tableau troublant. Trop d'anomalies, trop de formes régulières, trop de coïncidences pour que l'on n'y voie qu'un hasard. Laissant il est possible que l'Antarctique soit à la fois un continent naturel et un mausolée d'histoires humaines oubliées. Les civilisations passées ont souvent été redécouvertes là où on les croyait impossibles. L'Amazonie, que l'on croyait vierge, a révélé des géoglyphes et des réseaux de routes. Le désert du Sahara a livré les vestiges de cultures florissantes disparues depuis des millénaires. Pourquoi l'Antarctique ferait-il exception ? Si un jour la glace recule, peut-être découvrira-t-on non seulement des fossiles d'arbres et d'animaux, mais aussi des traces d'édifices, des outils, des symboles. La glace agit comme une barrière, mais aussi comme un coffre-fort. Tout ce qui est enseveli reste protégé, intact, en attente. Il est fascinant de penser que des bibliothèques entières de glace gardent à la mémoire de climats passés, d'événements cataclysmiques et peut-être même d'histoires humaines. Chaque carotte de glace forée est un fragment de ce manuscrit gelé, mais la majorité du texte reste scellée, hors de portée.
Ce qui nourrit encore plus le vertige, c'est que nous n'avons exploré qu'une fraction de ce qui se cache sous la glace. La plus grande partie du continent demeure invisible, intacte, comme si elle attendait le bon moment pour se révéler. Les indices de cachés sous les kilomètres de glace forment une énigme qui ne cesse de grandir. Ils nous rappellent que notre planète est un palimpseste, un parchemin réécrit sans cesse par le temps, mais dont les couches pointues profondes demeurent lisibles pour qui sait les déchiffrer. Et l'Antarctique, plus que tout autre lieu, est le gardien de ces écritures secrètes. Si un jour nous parvenons à lire pleinement ce qu'il recèle, peut-être découvrirons-nous que l'histoire humaine n'a pas commencé là où nous le croyons. Peut-être que la première civilisation de la Terre a laissé son empreinte dans ces profondeurs glacées. Pour l'instant, ce ne sont que des indices, des échos. Mais chaque fragment, chaque anomalie, rapproche l'hypothèse de la possibilité. Et tandis que les glaces continuent de garder leur secret, une autre énigme surgit. Pourquoi certains épisodes de l'histoire contemporaine évoquent-ils déjà des découvertes mystérieuses en Antarctique ? Des expéditions secrètes, des bases militaires et des récits étranges liés à la guerre. Ce sont ces histoires modernes, à la frontière de l'histoire et du secret, qui nous mènent au prochain chapitre. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Antarctique attire les regards comme une énigme interdite. Ce territoire, recouvert de glaces éternelles, a toujours représenté pour les explorateurs un défi ultime, une terre où la survie dépendait de la patience, de la résistance et du hasard. Les premiers aventuriers, qu'ils soient norvégiens, britanniques ou australiens, y ont laissé leur vie ou leur force dans des expéditions héroïques. Mais derrière les récits officiels de courage et de découvertes géographiques, il existe une autre histoire d'un plus trouble, où l'Antarctique n'est plus seulement un désert glacé, mais un lieu stratégique, convoité, et peut-être porteur de secrets que certains auraient voulu dissimuler. Au début du XXe siècle, alors que les expéditions polaires se multiplient, la fascination pour le continent grandit. Roald Amundsen, premier à atteindre le pôle Sud en 1911, où Robert Falcon Scott, mort tragiquement lors de sa tentative, incarne l'image de l'homme affrontant l'inconnu. Mais très vite, la curiosité scientifique cède la place à des ambitions plus sombres. Dans les années 1930, l'Allemagne nazie s'intéresse à l'Antarctique, officiellement pour y installer des bases de pêche à la baleine, ressource essentielle pour ses huiles et carburants. Mais certains indices laissent penser que les motivations allaient bien au-delà de l'économie. En 1938, une expédition allemande dirigée par Alfred Richter explore une partie de la terre de la Reine Maude. Les avions lancés depuis le navire Schwabenland photographient des milliers de kilomètres carrés et larguent des drapeaux à croix gammées pour marquer symboliquement le territoire. Les Allemands baptisent cette région Neuschwabenland, la nouvelle Souabe. Officiellement, il s'agit d'une simple mission d'exploration. Mais depuis, des rumeurs persistantes circulent, et si l'expédition avait eu pour but de localiser des zones libres de glace, des cavernes ou des structures cachées, aptes à accueillir des bases secrètes. Après la guerre, ces rumeurs prennent une ampleur considérable. Certains affirment que les nazis auraient donc découvert sous la glace des cavités immenses, chauffées par une activité géothermique, où ils auraient construit des installations souterraines. D'autres vont plus loin, suggérant qu'ils auraient trouvé des ruines d'une civilisation ancienne et tenté d'en exploiter la technologie. Ces récits, bien qu'aucune preuve solide n'ait jamais été apportée, s'appuient sur des anomalies de réel, la présence de zones de chaleur inattendues sous la glace, des cavernes naturelles d'une taille considérable, et surtout le silence entourant certaines archives de l'époque. En 1946, un an après la capitulation allemande, les États-Unis lancent l'opération High Jump. Officiellement, il s'agit d'une mission scientifique et militaire de grande envergure, dirigée par l'amiral Richard Byrd. Plus de 4000 hommes, 13 navires et plusieurs avions participent à cette expédition. L'objectif déclaré : tester les capacités de survie et d'équipement en conditions extrêmes, établir des bases temporaires et poursuivre l'exploration scientifique. Pourtant, la rapidité avec laquelle l'opération est interrompue, en quelques mois seulement, alimente les spéculations. Byrd lui-même, à son retour, prononce des mots étranges devant la presse chilienne. Il évoque la possibilité que les États-Unis aient à se défendre contre des appareils capables de parcourir de grandes distances à des vitesses prodigieuses, surgissant des régions polaires.
Ces propos ambigus alimentent l'idée que l'opération aurait rencontré une résistance inattendue. Était-ce une simple exagération, un discours politique lié à la guerre froide naissante, ou bien le reflet d'un affrontement réel dans les glaces du Sud? À partir de là, les théories se multiplient. Certains affirment que les nazis auraient mis au point des technologies secrètes en Antarctique, allant jusqu'à concevoir des engins volants aux performances avancées que l'on associe parfois aux ovnis aperçus après la guerre. D'autres voient dans l'opération High Jump une tentative américaine de détruire une base nazie cachée sous la glace. Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais le fait que l'Antarctique devienne dès cette époque un sujet hautement stratégique et entouré de secrets ne peut être ignoré. Dans les années qui suivent, le continent est de plus en plus protégé par des traités internationaux. En 1959, le traité sur l'Antarctique est signé par 12 pays. Il interdit toute appropriation territoriale, limite les activités militaires et consacre le continent à la recherche scientifique. Officiellement, ce traité est un modèle de coopération pacifique. Mais pour certains, il est aussi une manière de verrouiller l'accès à une région où des découvertes compromettantes pourraient être faites. Pourquoi tant de prudence dans un lieu supposément stérile et désert? Ce mélange d'exploration héroïque, de rumeurs de bases secrètes et de silence diplomatique nourrit l'imaginaire collectif. L'Antarctique devient un territoire de légende moderne, où l'histoire réelle se confond avec les mythes contemporains. Les nazis, figures obsédées par la quête d'origine et de pouvoir caché, y trouvent un rôle naturel. Qu'ils aient réellement découvert quelque chose ou non, leur simple présence dans ces terres extrêmes suffit à nourrir les spéculations. Car l'Antarctique est le décor idéal pour de telles histoires. Ces cavernes cachées, ces montagnes fantômes, ces anomalies magnétiques forment une toile parfaite où projeter des récits de côtes secrets et de conspiration. Chaque élément confirmé par la science, l'existence de zones chaudes, de lacs enfouis ou de reliefs dissimulés, peut être réinterprété comme une preuve. Et dans ce jeu d'ombre, la frontière entre réalité et fiction s'efface. Il reste une vérité, discrète mais implacable. L'Antarctique est un territoire stratégique. Sa position au sud du globe en fait un point d'observation unique. Ses ressources, encore largement inexplorées, attisent les convoitises. Et ses secrets, qu'ils soient géologiques, biologiques ou historiques, ne peuvent intéresser les puissances. Qu'ils concernent une civilisation perdue, des technologies oubliées ou simplement des réserves naturelles, ils sont trop précieux pour être laissés au hasard. Les explorateurs du passé cherchaient la gloire et la connaissance. Les militaires du XXe siècle y voyaient une base potentielle, un lieu de pouvoir. Mais au-delà des ambitions humaines, le continent garde son mystère. Les récents de nazis, de bases cachées et d'engins inconnus ne sont peut-être que des légendes. Pourtant, ils révèlent une constante. Chaque fois que l'homme approche de l'Antarctique, il a le sentiment d'effleurer quelque chose qui le dépasse. Peut-être est-ce là la véritable raison des secrets entourant ces terres. L'Antarctique n'est pas seulement une étendue glacée. Il est un miroir de nos peurs, de nos obsessions et de notre désir d'origine. Et si les guerres du XXe siècle y ont projeté leurs ombres, c'est parce qu'il est le lieu idéal pour cacher ce que l'on ne veut pas voir. Dans ce silence stratégique, une question demeure. Pourquoi tant de nations, si promptes à s'affronter ailleurs, ont-elles choisi ici l'union et le secret partagé? Peut-être parce que le continent garde en lui des vérités trop lourdes pour être révélées. Et cette alliance étrange entre ennemis d'hier nous mène au chapitre suivant. Pourquoi encore aujourd'hui les nations protègent avec tant de zèle ce désert de glace? Au premier regard, l'Antarctique semble être le territoire le moins convoité de la planète. Un désert glacé, inhabitable, balayé par des vents implacables, privé de forêts, de villes et de routes. Pourtant, paradoxalement, il est aussi l'un des espaces les plus strictement protégés au monde. Ce continent, qui ne possède ni habitants permanents ni frontières officielles, est l'objet d'un accord international unique dans l'histoire, le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, entré en vigueur en 1961, est toujours respecté aujourd'hui. Un document qui gèle littéralement la souveraineté nationale, interdit les activités militaires et réserve ces terres à la seule recherche scientifique. Pourquoi une telle alliance autour d'un territoire apparemment stérile? Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté unanime de préserver le silence de la glace? L'explication officielle est limpide. Protéger un écosystème fragile. L'Antarctique joue un rôle essentiel dans l'équilibre climatique de la planète. Ses calottes glaciaires, ses courants marins et ses vents polaires influencent le climat mondial.
Y installer des industries ou des armées reviendrait à perturber un système d'une extrême sensibilité. Le traité est donc présenté comme une avancée remarquable de la diplomatie humaine, un rare moment où les nations ont choisi la coopération plutôt que la compétition. Mais cette version, si noble soit-elle, ne suffit pas à dissiper les soupçons, car ce traité ne se contente pas de protéger l'environnement, il verrouille aussi l'accès. Aucune exploitation minière, aucune appropriation territoriale, aucune base militaire permanente n'y est autorisée, et chaque expédition est étroitement surveillée. Même les missions scientifiques doivent se conformer à des règles strictes. Les zones interdites sont nombreuses et certains sites sont déclarés réserves intégrales, où il est presque impossible de mettre le pied. Cette prudence extrême étonne. Pourquoi interdire si fermement l'exploration humaine dans un territoire censé être vide ? Certains avancent une explication stratégique. L'Antarctique recèlerait d'immenses ressources naturelles, minerais rares, pétrole, gaz, et surtout une réserve d'eau douce presque inépuisable, emprisonnée dans la glace. Contrôler un tel trésor serait un atout considérable pour l'avenir, mais les nations, conscientes des risques écologiques et politiques, auraient choisi de retarder le moment de l'exploitation. Le traité serait alors moins une protection désintéressée qu'un pacte tacite. Garder ce coffre-fort fermé jusqu'au jour où l'urgence obligera à l'ouvrir. D'autres voient dans cette protection une volonté de dissimulation. L'Antarctique, disent-ils, cache des secrets trop troublants pour être révélés au grand public. Les anomalies détectées par satellite, les cavernes chauffées par la géothermie, les formes géométriques inexpliquées seraient autant de raisons de verrouiller l'accès. Les gouvernements sauraient dans plus qu'ils ne le disent, et le traité ne serait pas seulement un instrument de paix, mais un rideau. Derrière lui, le continent continuerait de garder ses mystères, étudiés en silence par quelques scientifiques triés sur le volet. Il existe aussi une dimension géopolitique. Pendant la guerre froide, l'Antarctique aurait pu devenir une base stratégique pour l'un ou l'autre camp. Mais paradoxalement, il est devenu un espace de neutralité absolue. Ni missiles, ni installations militaires permanentes n'y sont tolérés. Ce choix est exceptionnel. Pourquoi les superpuissances, si promptes à se défier ailleurs, ont-elles accepté de renoncer ici ? Peut-être parce que l'Antarctique, par sa nature même, ne peut être contrôlé sans coopération. Peut-être aussi parce qu'il représente une énigme commune, un danger ou une découverte trop grande pour être laissée à un seul pays. Le caractère unique de ce traité renforce le mystère. Il n'existe nulle part ailleurs de pacte équivalent. Ni l'Arctique, ni les fonds marins, ni l'espace ne bénéficient d'une telle protection unanime. Pourquoi donc le continent blanc a-t-il suscité un tel accord ? L'argument écologique ne suffit pas, d'autant plus que le traité a été signé bien avant que la conscience environnementale ne soit généralisée. En 1959, la priorité mondiale n'était pas la préservation de la nature, mais la rivalité entre blocs. Et pourtant, c'est dans ce contexte tendu qu'étant née une alliance improbable pour protéger un désert glacé. Il est tentant d'y voir plus qu'une simple coïncidence. Peut-être les nations savaient-elles déjà que l'Antarctique recelait des secrets qu'il valait mieux garder sous silence. Peut-être que certaines découvertes, faites par des expéditions militaires ou scientifiques, ont convaincu les puissances de sceller le continent sous un voile diplomatique. Après tout, les années qui ont précédé le traité furent marquées par l'opération High Jump, par les explorations nazies, par une succession d'événements entourés de zones d'ombre. Le traité pourrait être l'héritage discret de ces épisodes. Quelles que soient les raisons, le résultat est le même. L'Antarctique reste fermé. Les rares personnes qui y travaillent m'en sont des chercheurs, concentrés sur des études climatiques, géologiques ou biologiques. Mais leurs découvertes ne parviennent que rarement au grand public. Les données sont publiées, mais les résultats les plus troublants passent souvent inaperçus. Comme si le continent imposait son propre silence, même à ceux qui l'explorent. La protection de ce désert est donc ambiguë. Elle est à la fois un acte de sagesse collective et un mystère politique. Elle nous rappelle que ce territoire n'est pas seulement une étendue glacée, mais un espace chargé de symboles, de ressources et peut-être de vérités trop anciennes. Le fait que l'humanité entière ait choisi de le garder inviolé suggère qu'il est plus qu'un simple désert. Il est un sanctuaire, qu'on le veuille ou non. Et ce sanctuaire agit aussi comme un tombeau, car la glace n'est pas seulement une barrière, elle est un archiviste. Elle conserve ce qu'elle recouvre, le protège de l'usure du temps, mais l'empêche aussi d'être vue. Ainsi, la protection politique se double d'une protection naturelle. L'Antarctique est un coffre fermé par deux serrures, la diplomatie et la glace.
et dans ce double enfermement repose peut-être l'histoire oubliée d'un monde antérieur. Ce constat nous conduit à une réflexion plus profonde, car si les nations protègent l'Antarctique avec tant de soin, c'est peut-être qu'elles pressentent dans sa valeur unique. Pas seulement ses ressources, ni même son rôle climatique, mais sa fonction de mémoire. L'Antarctique est à la fois un tombeau et une bibliothèque, et la glace qui le recouvre est à la fois sa prison et son livre. Ce lien entre protection et mémoire ouvre la voie au chapitre suivant. Car pour comprendre la nature véritable de cette garde silencieuse, il faut explorer la glace elle-même, non comme un obstacle mais comme une archive figée qui conserve tout ce qu'elle recouvre, du plus petit grain de pollen aux structures que nous ne devinons pas encore. La glace de l'Antarctique n'est pas un simple voile gelé posé sur un continent vide. Elle est à la fois une prison et une mémoire, une matière paradoxale qui enferme tout ce qu'elle recouvre, mais qui, dans le même temps, le conserve avec une fidélité inégalée. Chaque flocon tombé il y a 1000 ou 10 000 ans est devenu une strate, une page d'un livre silencieux. Ce livre n'a pas été écrit par la main humaine, mais par la lenteur du temps, et il contient plus d'histoires que toutes nos bibliothèques réunies. Les scientifiques qui percent ces glaces en extraient des carottes longues de plusieurs kilomètres. Ces cylindres de cristal sont comme des chroniques figées. Dans les bulles d'air piégées, on retrouve l'atmosphère de temps disparu, les traces de volcans qui crachaient dans leurs cendres, les poussières d'astéroïdes lointains et même le pollen de forêt depuis longtemps effacé. Ces fragments minuscules permettent de reconstituer le climat, les saisons, les bouleversements planétaires. La glace agit comme une archive parfaite, incorruptible, patiente, infiniment précise. Mais ce rôle d'archive prend une dimension plus troublante lorsque l'on considère ce que la glace pourrait recouvrir d'autre. Car si elle conserve le pollen, pourquoi ne conserverait-elle pas aussi les traces d'organismes plus complexes? Si elle enferme les bulles d'air de l'Antiquité, pourquoi ne protégerait-elle pas également des artefacts, des outils, voire des structures entières ensevelies dans ses profondeurs? La glace devient alors non seulement l'histoire de la nature, mais peut-être celle de l'homme. Des exemples existent ailleurs dans le monde. Dans le pergélisol sibérien, on a retrouvé des mammouths presque intacts, leurs poils, leur chair et même leur estomac encore préservés. Dans les glaciers alpins, des corps humains vieux de plusieurs millénaires ont émergé, leurs vêtements, leurs armes et leurs secrets restés intacts. Si de telles découvertes ont été possibles dans des glaces plus modestes, que pourrait receler l'Antarctique, où l'épaisseur atteint parfois 4 kilomètres. La glace agit comme un tombeau, mais un tombeau qui ne détruit pas. Tout ce qu'elle recouvre devient une capsule temporelle. Si une civilisation avait bâti des édifices sur ces terres avant que la glace ne les engloutisse, il est possible qu'ils existent encore, figés dans l'obscurité. Certes, la pression colossale a pu déformer les structures, les broyer partiellement, mais il n'est pas exclu qu'elles subsistent, au moins en fragments, comme des témoins silencieux d'un âge oublié. Certains scientifiques ont déjà observé des anomalies thermiques et géophysiques qui suggèrent dans l'existence de cavités sous la glace. Ces cavités immenses pourraient abriter des écosystèmes encore inconnus, mais elles pourraient aussi cacher des vestiges plus troublants. Les partisans de l'hypothèse d'une civilisation disparue voient dans ces cavernes les refuges potentiels d'anciens peuples, protégés de la glace par des sources géothermiques. Le récit peut sembler audacieux, mais il s'appuie sur une certitude. La glace, loin d'effacer, conserve. Chaque carotte prélevée dans l'Antarctique est une ouverture dans ce tombeau archive. Elle raconte la montée et la chute des glaciations, les cataclysmes qui ont balayé le monde, les âges chauds où la végétation s'épanouissait encore au sud. Mais elle ne raconte pas tout. Les strates les plus profondes, là où se trouve la mémoire la plus ancienne, restent souvent inaccessibles car elles sont trop comprimées, trop difficiles à extraire. C'est là que dorment les secrets ultimes, dans cette zone de silence où la glace a fusionné avec le continent. La glace est aussi un piège, car ce qu'elle garde, elle le rend presque impossible à atteindre. Les machines doivent forer des années pour extraire quelques mètres de carottes. Les cavernes, les lacs subglaciaires sont protégés par des barrières de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Chaque tentative d'accès demande une technologie immense, un effort collectif, une patience qui dépasse souvent les moyens humains. La glace protège donc son secret en deux sens. Elle l'empêche de disparaître, mais elle interdit aussi de le découvrir. Dans cette dualité, l'Antarctique prend une dimension presque mythologique. Il devient une nécropole planétaire, une mémoire close, un mausolée de mondes anciens.
La glace est le marbre qui scelle cette tombe, mais c'est aussi le parchemin qui garde ses archives. Les civilisations humaines, obsédées par par la mémoire et l'oubli, trouvent là un symbole troublant. Tout ce que nous craignons de perdre pourrait être conservé, mais hors de notre portée. Il n'est pas anodin que l'Antarctique inspire tant de récits. Dans l'imaginaire moderne, on parle de bibliothèques cachées, de cités figées, de vaisseaux enfouis. Ce sont des métaphores, certes, mais elles expriment un sentiment réel, celui que ce continent est le gardien d'une mémoire interdite. La glace, en tant que matière, est une frontière infranchissable. Mais elle est aussi un miroir. Elle nous renvoie à notre propre désir de savoir, à notre obsession de retrouver ce qui a été perdu. Il est possible que l'Antarctique ne recèle rien d'autre que des forêts fossiles, des lacs étranges et des bactéries inconnues. Mais déjà, ces découvertes sont en elles-mêmes extraordinaires. Elles montrent que la glace n'est pas vide, mais remplie de traces. Et si ces traces appartiennent au monde naturel, rien n'empêche d'imaginer qu'elles pourraient un jour inclure aussi des fragments humains. La glace agit donc comme une frontière entre deux histoires, celle que nous connaissons, visible, et celle que nous devinons, cachée. Chaque anomalie, chaque carotte de glace, chaque image radar ouvre une brèche minuscule dans ce mur, mais l'ensemble reste scellé, comme si le continent voulait protéger ce qu'il contient. Ce rôle de la glace comme tombeau et archive n'est pas seulement scientifique, il est profondément symbolique. Il rappelle que la mémoire n'est jamais totalement perdue. Elle peut être enfouie, dissimulée, inaccessible, mais elle existe encore, en attente. L'Antarctique nous enseigne une leçon. Ce qui semble détruit peut simplement dormir, conservé dans un silence plus long que l'histoire humaine. Et c'est précisément dans ce silence que surgit l'écho des grandes légendes. Car l'idée d'une civilisation disparue, figée sous un élément impitoyable, n'était pas sans rappeler un autre mythe, celui de l'Atlantide. La comparaison, longtemps jugée fantaisiste, prend une résonance nouvelle lorsque l'on considère la glace comme une mer immobile, capable d'engloutir et de préserver à la fois. Ainsi, la glace nous conduit naturellement vers ce parallèle. Car si une cité a pu sombrer sous l'océan Atlantique, pourquoi une autre n'aurait-elle pas été ensevelie sous les glaces australes ? Le tombeau de l'Antarctique et le mythe de l'Atlantide ne sont peut-être que deux visages d'une même mémoire perdue. Il existe dans l'imaginaire humain une légende qui traverse les âges, une histoire racontée et réinterprétée à travers les millénaires, celle de l'Atlantide. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, en fait le récit le plus célèbre. Il décrit une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, prospère et puissante, mais détruite en un seul jour et une seule nuit par des tremblements de terre et des inondations. Depuis, l'Atlantide est devenue le symbole universel d'une civilisation disparue, engloutie par un cataclysme. Ce mythe, que beaucoup considèrent comme une simple parabole philosophique, s'est enraciné au point de nourrir d'innombrables recherches, spéculations et hypothèses. Et parmi elles, l'idée que l'Atlantide et l'Antarctique pourraient ne faire qu'un. À première vue, le lien semble improbable. L'Atlantide est soit décrite comme une île entourée d'océans, riche de plaines fertiles et de canaux ordonnés, tandis que l'Antarctique est un continent glacé, inhabitable et stérile. Pourtant, lorsque l'on gratte la surface, les ressemblances se révèlent troublantes. Platon parle d'une civilisation florissante, dotée d'un savoir avancé, soudain effacée par un bouleversement climatique et géologique. Or, l'Antarctique porte en lui la mémoire de tels bouleversements. Ses forêts anciennes ont disparu, ses rivières ont gelé et son relief s'est trouvé enseveli sous des kilomètres de glace, comme une terre soudain effacée. Certains chercheurs marginaux avancent conscients que le récit de Platon pourrait être une réminiscence de souvenirs transmis à travers les âges, déformés par le temps et les migrations. L'Atlantide ne serait pas une île de la Méditerranée ou de l'Atlantique, mais un continent plus vaste, situé au sud, et disparu non sous les eaux, mais sous la glace. Dans cette vision, l'Antarctique devient l'Atlantide oubliée, non pas engloutie par l'océan, mais ensevelie par la neige éternelle. Les détails donnés par Platon intriguent. Il décrit une société organisée, bâtissant des temples, exploitant des ressources, vivant dans l'abondance. Si une telle civilisation avait réellement existé, elle aurait laissé des traces visibles. Or, sous la glace antarctique, des anomalies géométriques semblent parfois correspondre à des structures artificielles, des plateaux réguliers, des alignements étranges, des dômes qui évoquent des coupoles. Les sceptiques y voient des illusions naturelles, mais pour ceux qui cherchent l'Atlantide, ce sont autant d'indices. Le mythe parle aussi d'un cataclysme soudain.
Les scientifiques savent aujourd'hui que la Terre a connu des bouleversements rapides, capables de transformer un climat en quelques siècles. La fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, correspond à une époque où les océans sont montés brutalement, engloutissant des territoires entiers. Curieusement, cette période coïncide avec la date approximative donnée par Platon pour la chute de l'Atlantide. Et si, plutôt que de sombrer dans la mer, cette civilisation avait été prise dans un changement brutal des pôles, voyant ses terres recouvertes par la glace, l'idée d'un déplacement des pôles terrestres a souvent été évoquée pour expliquer ces cataclysmes. Si le continent antarctique avait occupé autrefois une position plus tempérée, il aurait pu abriter une société humaine. Puis, à la suite d'un basculement géophysique, il aurait été précipité vers le sud, piégé par le gel. Cette théorie, bien que controversée, alimente l'idée d'un lien entre l'Atlantide et l'Antarctique. Car dans les deux cas, il s'agit d'un monde perdu, anéanti par un événement soudain et irréversible. Il faut aussi considérer le rôle des mythes universels. Presque toutes les cultures possèdent une histoire de déluge, de destruction, de terres englouties. Ces récits, présents chez les Sumériens, les Mayas, les peuples polynésiens et jusque dans la Bible, pourraient être des souvenirs collectifs d'événements réels. Si un cataclysme a vraiment eu lieu il y a 12 000 ans, il est logique qu'il ait marqué la mémoire des hommes. L'Atlantide, dans ce contexte, ne serait qu'un nom parmi d'autres pour désigner une réalité vécue par l'humanité. Et l'Antarctique, englouti par la glace, en serait le visage oublié. Il est frappant de constater que certaines cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, montrent un continent austral libre de glace. Si ces documents dérivent d'archives antédiluviennes, alors elles pourraient être les vestiges cartographiques de cette Atlantide méridionale. Cela expliquerait pourquoi Platon situe l'île au-delà des colonnes d'Hercule, non pas dans la Méditerranée, mais bien plus loin, dans un sud alors accessible à des navigateurs dont nous avons perdu la mémoire. Pour beaucoup, bien sûr, ces rapprochements ne sont que coïncidences. Le récit de Platon reste un texte philosophique, une allégorie de l'orgueil et de la chute. L'Antarctique de son côté, est un continent au mystère géologique, mais sans preuve tangible d'une civilisation disparue. Pourtant, l'imaginaire collectif ne cesse de relier les deux. Peut-être parce que nous pressentons que le mythe de l'Atlantide n'est pas seulement une fable, mais l'expression d'un souvenir enfoui, réécrit par le temps et les générations. La comparaison entre Atlantide et Antarctique révèle aussi quelque chose de plus intime. Elle incarne le désir universel de croire que l'humanité n'est pas née d'un seul bond, mais qu'elle a connu plusieurs commencements. Si une civilisation a existé avant nous, disparue dans un cataclysme, alors notre monde actuel n'est pas le premier, mais un recommencement. L'Antarctique, dans ce cadre, devient le symbole parfait, une terre cachée, inaccessible, qui pourrait contenir la preuve de ce passé oublié. Il est possible que l'Atlantide ne soit jamais découverte, ni dans l'océan, ni sous la glace. Mais le parallèle continue de hanter les chercheurs et les rêveurs, car dans les deux cas, il s'agit d'une mémoire perdue, d'une cicatrice du temps que nous ne savons pas lire. Et tant que cette lecture restera incomplète, le mythe vivra alimenté par chaque anomalie géologique, chaque carte ancienne, chaque rumeur d'expédition secrète. L'Antarctique et l'Atlantide se rejoignent donc dans une même énigme, la possibilité d'un monde oublié, effacé par la nature, mais encore présent sous une forme invisible. Que ce soit sous la mer ou sous la glace, le mystère demeure le même, une civilisation engloutie qui attend d'être redécouverte. Ce parallèle nous mène à une autre interrogation. Car si les légendes de l'Atlantide trouvent un écho dans les reliefs antarctiques, comment distinguer la réalité du fantasme ? Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'interprétation des indices sans tomber dans l'illusion géologique ? Cette question plus que jamais s'impose à mesure que nous approchons du cœur du mystère. L'Antarctique est-il réellement le tombeau d'une civilisation, ou bien n'est-il qu'un miroir où nous projetons nos propres mythes ? À mesure que l'on parcourt les hypothèses, les mythes et les découvertes troublantes liées à l'Antarctique, une question s'impose, implacable. Ce continent cache-t-il réellement les vestiges d'une civilisation oubliée ? Ou bien nos esprits projettent-ils sur lui des illusions façonnées par la glace et le hasard géologique ? Entre les rêves d'un monde englouti et la rigueur froide des sciences, le débat oscille, fragile, comme une boussole affolée au seuil du pôle. La fascination pour une civilisation perdue repose sur un enchevêtrement d'indices. Des cartes anciennes qui semblent te représenter l'Antarctique libre de glace, des anomalies satellitaires aux formes géométriques, des cavernes chaudes et immenses capables de servir de refuge,
des mythes universels de terres englouties et de mondes détruits. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait s'expliquer par le hasard, l'imagination ou des erreurs d'interprétation. Mais mis bout à bout, ils tissent un récit qui intrigue et que beaucoup jugent trop cohérent pour n'être qu'une suite de coïncidences. Et pourtant, la science officielle reste prudente. Les reliefs géométriques observés sous la glace pourraient n'être que des illusions. Les montagnes pyramidales seraient en que des sommets érodés dont la symétrie n'était qu'apparente. Les cavités chauffées par la géothermie ne seraient sans que des phénomènes naturels liés aux volcans cachés sous le continent. Quant aux cartes anciennes, elles pourraient résulter d'une combinaison de déductions, de mythes et d'erreurs accumulées. Rien jusqu'ici n'a été découvert qui puisse constituer une preuve irréfutable de l'existence d'une civilisation avancée en Antarctique. Mais cette absence de preuves ne suffit pas à clore le mystère. L'Antarctique est un territoire presque impénétrable. Plus de 4 kilomètres de glace recouvrent ces reliefs, interdisant toute exploration directe. Les zones les plus intéressantes, celles où se trouvent les anomalies remnant-gravimétriques ou les cavernes, sont précisément les plus difficiles d'accès. De ce fait, l'absence de découverte pourrait être moins une preuve de non-existence qu'une conséquence de notre incapacité à explorer réellement ces profondeurs. Il existe aussi une dimension psychologique. L'être humain est attiré par les énigmes, surtout celles qui concernent ses propres origines. Imaginer une civilisation disparue sous la glace n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une manière de croire que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres mondes ont existé avant nous. L'Antarctique, par son isolement, sa blancheur uniforme, son caractère interdit, devient le support parfait de ces projections. C'est une toile vierge sur laquelle nous peignons nos mythes les plus persistants. La science, de son côté, nous rappelle que la Terre est capable de créer des illusions saisissantes. Les montagnes peuvent prendre des formes pyramidales par simple hasard de l'érosion. Les fractures de glace dessinent des figures géométriques trompeuses. Les variations gravimétriques peuvent être causées par des différences de densité dans les roches. L'esprit humain, avide de sens, voit dans ces formes des édifices, des portes ou des coupoles, là où il n'y a que des créations naturelles. C'est le phénomène de pareidolie, voir des visages dans les nuages, des architectures dans les falaises. L'Antarctique, avec son immensité silencieuse, devient le théâtre idéal de cette illusion. Mais peut-être n'est-ce pas un hasard si tant d'indices s'accumulent ici, et pas ailleurs. Car même en acceptant les explications naturelles, il reste l'étrangeté des coïncidences. Pourquoi tant de cartes anciennes mentionnent-elles un continent austral, et parfois avec une précision troublante ? Pourquoi les mythes de peuples éloignés se rejoignent-ils pour parler de terres englouties, de mondes perdus au sud ? Pourquoi tant d'anomalies apparaissent-elles précisément dans ce continent interdit ? À défaut de preuves irréfutables, le mystère persiste et la frontière entre science et mythe s'efface. La vérité se trouve peut-être dans une zone intermédiaire. L'Antarctique pourrait ne pas abriter de civilisation disparue, mais il conserve bel et bien les archives d'un monde oublié. Celui des forêts anciennes, des rivières qui coulèrent à travers ses vallées, des animaux qui peuplaient ses plaines. Pour certains, cette mémoire naturelle est déjà une forme de civilisation, un monde organisé, régi par des cycles, effacé par le temps. Et si les hommes n'y ont jamais bâti de temple, la nature elle-même y a laissé des structures qui portent l'écho d'une grandeur perdue. Cependant, la possibilité d'une civilisation reste ouverte. Non pas une société avancée au sens moderne, mais peut-être des groupes humains préhistoriques ayant trouvé refuge dans des vallées tempérées avant que la glace n'engloutisse tout. Leurs traces seraient aujourd'hui prisonnières sous la glace, inaccessibles à nos yeux. Si un jour elles sont découvertes, elles réécriront notre histoire. Mais si elles ne le sont jamais, l'Antarctique restera ce qu'il est déjà. Une énigme, une invitation au doute et à l'imaginaire. Ce dilemme entre civilisation et illusion géologique reflète une tension plus profonde, notre difficulté à accepter le vide. Nous voulons croire que tout a un sens, que les formes régulières sont l'œuvre de mains anciennes, que les mythes sont des souvenirs plutôt que des inventions. L'Antarctique nourrit ce désir parce qu'il est le lieu parfait du silence. Là où nous ne pouvons pas voir, nous inventons. Et parfois, ce que nous inventons est si puissant qu'il devient une vérité en soi, une vérité symbolique qui influence notre regard sur le monde. Il est possible que, dans quelques siècles, la glace se retire partiellement et révèle enfin son contenu. Alors nous saurons si nous avions raison d'espérer une civilisation, ou si nous avions projeté sur des roches et des fissures des rêves trop humains.
Mais jusqu'à ce moment, l'Antarctique restera une frontière entre le réel et l'imaginaire, entre la science et le mythe. Et peut-être est-ce cela, le véritable secret du continent blanc. Plus qu'un lieu où dort une civilisation oubliée, il est un miroir de nos propres interrogations. L'illusion géologique et l'hypothèse de la civilisation ne s'opposent pas totalement. Elles se complètent, elles dessinent ensemble une énigme que nous portons en nous. Car au fond, l'Antarctique n'a pas besoin de cacher des temples ou des cités pour être mystérieux. Sa glace, ses montagnes fantômes, ces anomalies suffisent à nous rappeler que la Terre est infiniment plus complexe que ce que nous croyons. Et dans ce silence, une certitude s'impose. Qu'il soit tombeau d'une civilisation ou simple théâtre d'illusions, l'Antarctique reste un messager. Un messager du temps, du mystère et de notre propre désir de savoir. Et c'est ce message, ce murmure, que nous devons écouter. Car au-delà des illusions et des certitudes, il y a toujours une vérité plus profonde, inscrite dans le silence des glaces. Ce silence nous conduit enfin au dernier pas de ce voyage. Car derrière les anomalies, les mythes et les illusions, il reste une question ouverte. Qu'est-ce que l'Antarctique nous murmure encore ? Quelle vérité garde-t-il, que nous n'avons pas encore su entendre ? Il existe des lieux sur Terre où le silence a plus de poids que 1000 discours. L'Antarctique est de ceux-là. Son immensité blanche s'étend sans fin, balayée par des vents si violents qu'ils semblent vouloir effacer toute trace de présence humaine. Et pourtant, sous cette apparente absence, quelque chose subsiste. Ce continent, désert et glacé, murmure encore à ceux qui savent écouter. Non pas à travers des voix ou des signes évidents, mais dans le froissement de ces glaces, dans les ombres de ces montagnes cachées, dans les indices pentes fugitifs que la science et l'imaginaire recueillant patiemment. Le premier de ces murmures est celui du temps. Chaque strate de glace, chaque carotte extraite des profondeurs, raconte une histoire. On y lit les volcans éteints depuis des millénaires, les forêts disparues, les mers anciennes. La glace en tant qu'archive nous parle d'un monde changeant, instable, où le climat a basculé maintes fois. Elle nous rappelle que rien n'est éternel, que même les continents peuvent se transformer radicalement. Ce murmure est à la fois une leçon et un avertissement. Ce qui paraît figé n'est qu'un instant dans le flux immense de la Terre. Le deuxième murmure est celui du mystère. Les anomalies détectées par les satellites, les montagnes invisibles enfouies sous la glace, les cavernes chauffées par la géothermie. Tout cela forme une symphonie de questions sans réponse. Certains y voient les traces d'une civilisation perdue, d'autres de simples curiosités géologiques. Mais au-delà des débats, le mystère demeure. Et ce mystère nous attire comme un aimant. L'Antarctique murmure à notre imaginaire, nous invitant à remplir son silence de récits, de légendes, de possibilités. Il nous pousse à croire que ce qui est caché n'est pas vide, mais plein de sens. Le troisième murmure est celui de la mémoire humaine. Les mythes de terres englouties, de continents disparus, d'Atlantides perdus, trouvent en Antarctique un écho troublant. Même si nous ne savons pas si une civilisation a réellement existé sous ces glaces, l'idée persiste, comme une mémoire collective dont nous avons perdu la clé. Le continent blanc devient ainsi le miroir de nos légendes, la matérialisation d'un souvenir diffus. En son silence, il murmure que notre histoire est incomplète, qu'il existe des chapitres que nous avons oubliés ou que nous refusons de voir. Mais il existe un autre murmure, plus discret encore, celui de la peur. L'Antarctique nous renvoie à notre fragilité. Ces glaces, en fondant, menacent des temps de submerger nos villes. Ces tempêtes, ces températures extrêmes, rappellent que nous sommes étrangers à ce monde. Le continent blanc n'accueille pas la vie humaine, il la rejette. Dans son indifférence glaciale, il murmure que l'homme n'est qu'un passager, vulnérable face aux forces de la nature. C'est peut-être cette hostilité qui alimente tant d'histoires de civilisations disparues, car nous pressentons que ce continent a déjà effacé des mondes et qu'il pourrait encore le faire. Ce que l'Antarctique nous murmure, c'est aussi le désir d'avenir, car il n'était pas seulement un tombeau, il est une promesse. Sous sa glace, des ressources inestimables dorment encore. Eau douce, minerais rares, peut-être même des formes de vie inconnues. L'humanité, tôt ou tard, sera tentée d'ouvrir ce coffre. Et lorsque cela arrivera, nous devrons choisir, préserver ce sanctuaire ou le profaner pour assouvir nos besoins. Le murmure du continent est un appel à la prudence. Ce qui est caché l'est peut-être pour une raison. Mais au-delà des hypothèses, au-delà des fantasmes de civilisation engloutie, l'Antarctique nous offre une vérité plus profonde. Il nous rappelle que le monde n'a pas besoin de preuves matérielles pour être mystérieux.
Son silence est en soi une énigme. Nous ne savons pas ce qu'il cache, mais nous savons qu'il cache quelque chose. Cette certitude suffit à nourrir notre imagination et à entretenir le sentiment d'émerveillement et d'inquiétude que nous éprouvons face à lui. Le continent blanc nous murmure enfin quelque chose de plus intime. Il nous dit que l'inconnu est nécessaire, que si tout était révélé, tout serait peut-être plus pauvre. Les civilisations perdues, qu'elles soient réelles ou inventées, font partie de notre besoin de croire qu'il existe un avant, un ailleurs, un mystère. L'Antarctique est ce miroir où nous projetons ce désir. Il n'a pas besoin de contenir des temples, des cités ou des vestiges pour remplir ce rôle. Sa simple existence, inaccessible, suffit. Alors, civilisation ou illusion géologique, vérité enfouie ou projection humaine, peu importe. L'Antarctique continuera de murmurer. Il le fait déjà à travers ses vents, ses glaces, ses anomalies, ses mythes. Il est la voix d'un passé que nous ne comprenons pas et d'un futur que nous redoutons. Il nous parle de l'éphémère et de l'éternel, de l'oubli et de la mémoire. Et peut-être est-ce là sa véritable fonction, nous rappeler que nous ne savons pas tout, que nous ne saurons peut-être jamais tout, que la Terre garde ses secrets et que ces secrets font partie de notre lien avec elle. Dans son silence glacé, l'Antarctique est à la fois un tombeau et une promesse, une archive et un mythe, une menace et un sanctuaire. Ce qu'il nous murmure encore, c'est de continuer à chercher, à douter, à imaginer, à accepter que certaines réponses se trouvent peut-être hors de notre portée, et que c'est précisément ce qui leur donne leur valeur. L'Antarctique est un livre que nous ne pourrons jamais lire en entier, mais c'est dans les pages manquantes que réside le mystère, et c'est ce mystère fragile et immense qui nourrit notre désir de savoir. Ainsi s'achève ce voyage, non par une conclusion, mais par une ouverture, car le dernier murmure de l'Antarctique est celui-ci. Il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à perdre, toujours plus à rêver. Et tant que nous écouterons ce silence, nous garderons vivant le souvenir d'un monde qui, peut-être, a vu naître la première civilisation de la Terre.